Et là, il me regarde et il me dit, t'inquiète, tu vas te régaler. Et Waouh. là, je peux te dire que là, ce mec qui part faire la finale des Jeux, il te dit ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Alors bonjour, nouveau numéro de Hold the Talk aujourd'hui, un nouveau numéro encore très très spécial. Hold the Talk, l'émission du sport, l'émission de la culture, l'émission des passionnés, l'émission du partage. Alors aussi, aujourd'hui, on retourne, on replonge un petit peu dans le monde de la natation suite à notre entrevue avec Alain Bernard. Aujourd'hui, je reçois l'entraîneur d'Alain Bernard. Je voulais faire une petite introduction un peu sympa, d'ailleurs je vais la faire. Ben Van Gut, Liu Denis, Denis Auguin. Ben Merci. Liu, Denis Auguin, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Tu es presque affilié niçois, écoute. On m'a donné un petit coup de main. Bienvenue Denis, bienvenue dans l'émission. Comment ça va? Ouais, bien, bien, super. Écoute, je suis au Super. bureau. Voilà, entre deux réunions, il y a un entraînement. Voilà. Bon, ben, Un petit génial. peu de temps avec toi. Nous donne un petit peu de temps. Très heureux de t'avoir. On va échanger un peu, revenir un petit peu sur. On sort de l'entrevue, donc forcément, on va revenir un peu sur Pékin 2008 et puis un petit peu sur 2012. On va parler de natation, parler un petit peu de ta carrière. Surtout l'actualité aujourd'hui. Je sais que tu es cadre technique à la Fédération française de natation. On va parler un petit peu de notre entretien avec Claude Fauquet. Je vais faire un petit retour là-dessus. Je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire là-dessus aussi. Euh, Comment ça va toi? Comment ça se passe? L'actualité de ton bord, le coaching, le Covid, saison un peu Écoute, bizarre. ça fait bientôt un an qu'on est dans une situation un petit peu compliquée, comme partout, hein. Alors, j'ai envie de te dire, ici sur Antibes, donc, où je manage l'intégralité du club, il y a à peu près 1200 adhérents. Donc, le très haut niveau est, à part sur le tout premier confinement, donc, est pas du tout touché. Ceux-là, ils sont préservés, ils peuvent s'entraîner tout à fait normalement, dans de très bonnes conditions. Après, c'est l'immense majorité des pratiquants, j'ai envie de te dire, qui sont très pénalisés. On s'en sort beaucoup mieux que d'autres parce qu'on a deux bassins extérieurs, deux bassins olympiques extérieurs, hein. Donc, ça nous permet quand même de faire pratiquer les gens en extérieur, par rapport aux gens qui ont des piscines qui sont uniquement couvertes, qui sont totalement fermées. Donc, même si on bricole, en tout cas, on peut quand même bricoler, contrairement à d'autres. Donc, voilà, on essaie de faire au mieux. Encore une fois, le haut niveau n'est pas du tout perturbé. Donc, dans le cadre des championnats et divers championnats, et des Jeux Olympiques, pour le moment, il y a pas de souci. Est-ce que tu penses que ça va vraiment endommager un petit peu cette période-là? Ça va vraiment faire mal au club, surtout aux plus petits clubs? Écoute, nous, encore une fois, on est dans une situation vraiment favorable, hein. Parce qu'en France, on peut nager dans les bassins extérieurs, on peut nager, ce qui est le cas. Nous, on a 16 lignes de bassin en bassin de 50. Ouais. Donc, on a quand même un peu de place, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, même si ce n'est pas parfait, même si vous voulez nager 4-5 fois, certains nagent 2-3 fois, enfin, on jongle, euh, mais je pense qu'il y a oui, il y a une petite classe d'âge, qu'on risque de perdre. Alors, entre ceux qui, pendant 2 ans, n'ont quasiment pas pu s'entraîner, ceux qui vont plus avoir envie de revenir, ceux qui vont partir faire autre chose que de la natation, c'est pas un problème, mais Mhm. euh, je pense qu'on risque d'avoir un petit trou générationnel, oui, bien sûr. Un mini trou. Ouais. Alors, on continue un petit peu. Bon, je viens d'avoir Alain dans l'entrevue. On va tout de suite replonger un petit peu dans l'action. Toi, Denis, est-ce que tu coaches plus du tout? Alors, je travaille avec, c'est sur Antibes, il y a Franck Esposito. Oui, oui. Donc, on travaille ensemble. Moi, je suis le manager du club et Franck, lui, a en charge le groupe élite en entraînement, avec un assistant qui est Yoris Grandjean, qui est mon ancien nageur, Déjà. nageur belge, Mhm. qui est champion du monde junior. Et moi, j'interviens 2-3 fois par semaine, ouais, au bord du bassin, vraiment. Et puis après, on travaille avec Franck sur tout ce qui est, évidemment, l'environnement des nageurs pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc, au bord du bassin, j'y suis 2-3 fois par semaine. Je suis avec eux en compétition. À la fin de la semaine, là, on a le meeting de Nice.
Et puis le reste du temps, je m'occupe de tout le reste du club et aussi du groupe élite, mais en termes de management et d'essayer de Et les mettre dans ton, les meilleures conditions. et ton rôle à la fédération? Écoute, à la fédération, je travaille avec Richard Martinez et Olivier Nicolas. Au sein de la direction technique, c'est donner mon avis, encadrer les équipes de jeunes aussi, souvent. Voilà, c'est mettre en place. Et aussi, j'ai un travail qui est assez, enfin, je trouve moi très intéressant et même primordial. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années justement sur la transmission auprès des, entre guillemets, jeunes coachs. Je crois que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'expérience. Ouais. Euh, donc, on a mis en place plusieurs projets au sein de la fédération qui ont eu des noms différents, mais peu importe, où, sous prétexte de réunir les nageurs, en fait, on réunissait plutôt les coachs. Et on a beaucoup travaillé avec certains coachs. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Et donc, ça nous a permis beaucoup de travailler sur la transmission d'expérience, sur la réflexion sur la natation, sur les techniques de nage, sur l'aspect psychologique, sur la diététique, on a balayé beaucoup de sujets. Et je trouve que c'est évidemment du travail principal d'une fédération, c'est de travailler sur les coachs parce que les nageurs, il faut d'abord qu'ils aient un coach pertinent et pour être performant. Et je crois qu'on travaille souvent sur les nageurs, mais le travail sur les coachs doit être quelque chose de prégnant. Et encore, c'est pas faire un cours magistral. À mon sens, ça peut avoir du sens, mais ça ne peut pas être le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est être avec les gars au bord du bassin, c'est travailler, voir comment ils travaillent, discuter avec eux, les aiguiller. Moi, les gars, ils m'appellent quand ils ont des gamins, quand ils sont un petit peu en difficulté. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je connais à la fois les coachs et les nageurs. Donc, je peux être aussi parfois la tierce personne qui fait un peu l'intermédiaire pour un peu les aiguiller quand le couple peut être un peu en difficulté, entraîneur-entraîné. Ça arrive, et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Mhm. Donc voilà, mon métier, c'est ça auprès de la fédération. Alors, tu as arrêté de coacher en quelle année exactement? Écoute, j'ai arrêté vraiment en 2012, à l'issue des Jeux de Londres, parce que c'était un peu la fin d'une histoire dans mon groupe, le groupe que j'avais, hein, donc, qui était composé d'Alain Bernard, de Mylène Nazar, de Boris Steinmetz. Il y avait aussi d'autres nageurs qui avaient décidé d'arrêter, si tu veux, à l'issue de cette année 2012. Même si j'avais aussi des nageurs prometteurs, hein, comme Clément Mignon et d'autres nageurs. Mais si tu veux, 2012, pour moi, c'est un petit… aussi la lucidité pardon, de dire j'ai manqué d'énergie, quoi. Ouais. Euh, je fais ça depuis que j'ai 18 ans. Euh, J'en ai 42. Je suis à fond depuis que j'ai commencé, depuis le premier jour. Ouais. Je vis, je mange, je dors. Je vis pour ça. Mhm. Et ce qu'on leur demande, c'est tellement exigeant, tellement dur, tellement prégnant, euh, que si toi, tu n'arrives pas à avoir la même exigence avec toi-même, Ça marche pas. tu es un escroc de l'entraînement, quoi. Donc, et je sentais que j'allais manquer de force, tu vois, pour pouvoir continuer avec un tel niveau d'investissement et d'énergie. Même si ce n'est pas l'envie qui me manquait, hein, mais je sentais vraiment une fatigue physique, nerveuse, psychologique. Et donc, voilà, j'ai préféré être honnête, si tu veux, et dire aux nageurs qui allaient continuer avec moi, je suis désolé les gars, mais je risque de ne pas avoir la force nécessaire et la motivation nécessaire pour vous amener le plus haut possible. Quand bien même, il y avait, comme je te dis, il y avait Clément Mignon, il y avait des nageurs comme ça qui sont des très bons nageurs. Ouais, en fait, c'est tout à ton honneur parce que on parle très rarement de ça. Enfin, moi, je sais que bon, au Canada, bon, c'est encore en train un petit peu, c'est en train de changer, mais dans les grosses équipes américaines et canadiennes, tu revois quasiment les mêmes coachs qui reviennent année après année. Je suis toujours un peu pas effaré. Je trouve ça un peu pas, je trouve pas choquant parce que si les mecs sont capables de, comme tu dis, de rester avec le feu et la flamme autant d'années, bravo. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est un peu difficile de rester sharp tout le temps, mais s'ils peuvent, tant mieux.
Mais toi, c'est tout à ton honneur parce que tu sais exactement ce que ça t'a coûté comme investissement pour réussir à faire ça, l'énergie, le temps, je pense que la famille en mange un petit coup, la vie personnelle en mange un petit coup aussi. Et puis tu t'arrêtes en gagnant, quoi. Tu t'arrêtais sur une médaille d'or quand même. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Après, si tu veux, je crois que j'ai aussi une chance parce que c'est une chance. C'est que je pouvais arrêter d'entraîner et on me proposait autre chose. Et donc, je continue à gagner ma vie. Ok. Il faut être aussi honnête. C'est-à-dire que si on m'avait dit, bah non, bah, tu entraînes, sinon tu n'as plus de salaire, bon, peut-être j'aurais continué à entraîner, tu vois. Euh, donc voilà. Et puis après, donc, j'ai coupé l'entraînement pendant très longtemps, hein, où là, j'avais uniquement une mission d'encadrement. Mhm. J'y ai un peu regoûté il y a 1 an et demi, 2 ans, euh, parce que vraiment, ça me démangeait, avec un groupe à moi. Mais si tu veux, je me suis vite de nouveau aperçu que, alors là, ce n'est pas une question d'envie, mais euh, manager un club de 1200 personnes au quotidien, avec tout ce que ça implique, hein, ce n'est pas uniquement s'occuper de 10 ou 15 nageurs de haut niveau, c'est Mhm. Madame Machin qui fait l'aquagym, Monsieur Truc qui fait les masters, gérer une quinzaine de salariés, en fait, tout ça, plus l'entraînement. Bon, au final, tu fais tout moyennement, quoi. Et C'est revenu à te remettre en dessous de la vague. ouais, non, et tu vois, tu commences à 6h30 le matin, tu finis à 21h. Bon, au bout de 2 ans, j'ai dit c'est plus possible parce que je fais tout. Je fais pas mal, mais je fais pas bien non plus. Donc, encore une fois, voilà. Et donc maintenant, j'ai trouvé cet équilibre-là où je suis en contact des nageurs parce que c'est en fait ce qui me manque, c'est ça. C'est le contact de ces jeunes gens, de vivre une aventure avec eux, de traverser des moments avec eux, de rire, de pleurer. Euh, c'est ça qui me manque en fait. C'est pas la médaille d'or ou Ouais. j'ai envie de te dire, j'ai jamais eu plus d'intérêt pour un nageur à très fort potentiel que pour un nageur moyen. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est le parcours, c'est le voyage avec ces jeunes-là. Et donc ça, c'est ce qui me manquait vraiment. Et donc le fait de les avoir 2, 3 fois par semaine, de aussi m'occuper d'eux quand même en termes de management, tout ça, ça me permet de faire le parcours avec eux, de laisser Franck se régaler au quotidien avec eux. C'est lui qui dirige l'entraînement. Et de pouvoir continuer à développer le club d'Antibes parce qu'on a quand même, on est devenu, c'est un club historique hein, évidemment, mais on a maintenant des installations exceptionnelles. Hein. On a 2 bassins de 50, un nouveau bâtiment avec toute une unité de remise en forme, avec des bureaux, des salles de réunion, des systèmes d'analyse vidéo sous l'eau. Enfin, on est passé du 19e siècle au 21e siècle là, 21e siècle. en 3-4 ans. Donc, il a fallu aussi préparer ça avec la ville d'Antibes. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait comme bassin comment on aménage les locaux. Voilà. C'est beaucoup de travail tout ça. Mais c'est un travail génial en termes de développement de club. Ouais. Donc ça t'a pris un petit peu, j'ai l'impression, c'est marrant parce que je t'écoute, puis je repense à l'entrevue d'Alain, une petite période de flottement pour se rééquilibrer, retrouver un petit peu le bon rythme et puis repartir. Je sais que t'es un malade, tu navigues un petit peu. Je Ouais. sais aussi que tu aimes la pêche, donc tu as dû bien profiter, plus profiter de ces dernières années de tes passions que les années, Ouais, ouais. le temps précédent. Petit retour aux sources. En tout Le, cas, le bateau, c'est le. euh, Enfin, j'aime la mer, l'eau. Enfin, bon, voilà. Mais le bateau, c'est le seul endroit où je travaille pas en fait. Et donc, je crois que c'est pour ça que j'aime autant ça. si vous voulez voir des belles images d'un vrai épicurien, allez faire un tour sur l'Instagram de Denis Hoguin, vous allez Et vous puis, c'est régaler. convivial le bateau. Ouais. Voilà. Bonne ambiance, j'imagine que tu n'es pas Voilà. toujours tout seul sur le bateau non plus Non plus. et que ça ne fait pas que pêcher non plus. Mais bon, Non. on vit quoi, on vit. On vit, ouais, exactement. Ouais. Donc on revient un petit peu au tout début de l'aventure. On a fini bon, sur ton après olympique.
Là, on replonge. Alain me dit que bon, bah, tu as commencé avec lui, tu avais 28 ans. Donc, tu l'as récupéré, il Ouais, avait 15 ans. c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont la chance de garder leur nageur autant d'années. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire de la natation, dans l'histoire du sprint. Moi, comme ça, je pense à Van den Hoogenborn, Ouais. au couple qui dure. Je pense à Popov. Popov, ouais, bien sûr. Après, j'ai vu, ça a beaucoup. Ça, C'est quand même pas des mauvais exemples, hein. non, j'ai pris, j'ai pris En des termes de tops. palmarès, c'est marrant que le palmarès et La je vais y arriver. longévité, Voilà. Merci du couple entraîneur-entraîné. En tout cas, sur 100 mètres, ça a l'air on dirait il y a un vrai parallèle. ça marche, ça fonctionne en tout cas. Quand tu le récupères, quand tu le récupères à, à 15 ans, moi j'ai l'habitude de dire, enfin maintenant avec les expériences, tu sais que je coach aussi ici à Montréal, Ouais, ouais. euh, avec l'expérience, j'ai l'habitude de dire maintenant, si on est persuadé les coachs qu'on peut transformer, changer, amener à faire ou l'athlète. Moi je pense que oui, on peut influencer d'une certaine façon, mais j'ai appris avec les années qu'en fait, s'il veut pas, il veut pas quoi. Il faut que ça parte d'eux. Nous, moi, je pense que je me mets un peu comme une espèce de boîte à outils à la disposition de l'athlète. Quand il va être assez mature, il va connaître assez sa discipline, il va pouvoir se responsabiliser, demander, échanger les outils qu'il peut pouvoir utiliser. Ça, c'est la collaboration qu'on aime euh, avec les athlètes qui posent certaines bonnes questions. Mais tu commences avec lui. Est-ce que tout de suite, bon, tu as un petit peu d'expérience, tu as quand même 10 années de coaching avant ça, avant que tu commences à coacher. Tout de suite, tu sens quelque chose de spécial chez ce gamin ou ça a pris du temps avant d'arriver? Non, pas du tout. À part qu'il est plus grand que les autres. Si tu veux, je récupère ce groupe à Marseille, il y a à peu près 20-25 nageurs. Ça va du niveau départemental où il y a peut-être un ou deux nageurs de niveau national 1 et senior, si tu veux. Donc, j'ai tout un panel de nageurs, dont un qui est plus grand, plus maigre, mais qui est, force... qui est pas performant du tout, quoi. Il n'est même pas dans les meilleurs de sa catégorie d'âge. En fait, tu vois, c'est un nageur de niveau, alors, au Canada, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on dit niveau interrégional, donc ce n'est pas niveau national, c'est juste en dessous, tu vois. Mais c'est un garçon qui est centième nageur français de sa catégorie, quoi. En gros, hein, Ok. pour faire. Mhm. Cela dit, donc il faisait du 200 dos, du 404 nage. Euh, voilà, quand la première fois que je discutais avec lui, il me dit, moi, je fais du 404 nage et du 200 dos. Je dis, OK, bon, écoute, pourquoi pas, hein. Mais, euh, mais je reviens à ça parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une super formation. C'est-à-dire qu'il l'a développé avec son premier entraîneur, on va dire, M. Bonifay, à Aubagne, des capacités aérobie qui ont été déterminantes dans la façon dont j'entraîne pour pouvoir vraiment atteindre le très haut niveau. C'est-à-dire qu'il avait une base de travail physiologique qui lui a permis d'encaisser, parce qu'Alain n'est pas quelqu'un de très doué aquatique. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas un C'est pas un poisson, manque hein. de veau, c'est Ah pas non, un non, non, non. Guzon dans la classe, dans le feeling de l'eau, quoi. Non, c'est pas du tout un poisson. Par contre, son talent, c'est l'apprentissage. Ça, c'est un vrai talent. C'est peut-être mieux d'ailleurs que certains qui ont cette capacité d'un coup là, à s'exprimer dans l'eau et que bon, ben, finalement, ils n'en font pas grand-chose. Le premier talent d'Alain, c'est la capacité d'apprentissage. Mais c'est un talent extraordinaire. Ouais. Ouais, donc à Marseille, si tu veux, quand je commence à voir avec Alain, c'est un garçon qui sort pas du tout du lot, mais malgré tout, qui est assez intéressé par ce qu'il fait déjà. Tu vois, même si c'est pas encore très précis, évidemment, mais par rapport aux autres garçons de son âge, il y a quand même un intérêt à ce qu'il fait. Et ce qui va se révéler être son plus grand talent, c'est cette capacité d'apprentissage qui est pour lui, qui est pour moi
quelque chose de fondamental, mais qui est la clé de la réussite d'Alain, c'est ça. C'est quelqu'un qui apprend, qui a une capacité d'apprentissage, mais hors du commun. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sait faire quelque chose, il ne recule jamais. Ok. Ça peut prendre du temps pour savoir le faire. Et c'est quelqu'un, quand les choses sont acquises, tu peux t'appuyer dessus et ainsi de suite. Tu vois, il y a une espèce d'escalier, de marche comme ça. Ça correspond aussi à son caractère, parce que je crois qu'on nage avec son caractère. On est un sportif comme on est dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est quelqu'un, enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est quelqu'un de très cartésien, très organisé. C'est 1 plus 1, ça fera toujours 2. Voilà. Ouais. Il s'est entraîné avec Boris Steinmetz, qui était dans le relais au jeu avec lui à Pékin. Boris, 1 plus 1, ça pouvait faire 1 ou 3 ou 0,6, enfin, peu Un importe. artiste. Oui, ben, c'est un rignonnet, tu vois. Bon, voilà. Avec tout son côté un peu nonchalant et rien de grave, tout va toujours bien. Mais d'ailleurs, les deux garçons se sont très bien complétés. C'est-à-dire que s'il y a eu cette réussite aussi, c'est qu'Alain a apporté le côté un peu cartésien à Boris. Et Boris a aussi apporté du côté un peu. Et on se détend un peu à Alain, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, Alain, si tu veux, je ne remarque rien de particulier, si ce n'est sa taille et quand même ce petit intérêt un peu plus que les autres à l'entraînement. Et Parce puis que un jour, ce que je dis, excuse-moi Alain, ouais, qui est vraiment incroyable, excuse-moi de t'interrompre, c'est vraiment ouais, ce qui est super intéressant pour les nageurs qui écoutent, c'est vraiment la base. ouais, Donc avant que tu le récupères, c'est quand même un nageur qui nage du 404 nage, qui nage du ouais, 200. Il a nagé quelques kilomètres, les fondations aérobiques sont là, donc après, technique, tu vas mettre un petit peu là, tu vas mettre un petit peu là, et après tu commences à faire un peu plus à faire un peu plus son travail, mais tu récupères un nageur qui est quand même solide. Donc, à tous ceux qui rêvent de sprint là, toute leur vie, il faut savoir que les meilleurs nageurs, les meilleurs sprinteurs au monde, à un moment donné, ils ont nagé. Que ce soit Fred Bousquet, Popov, VDH, à un moment donné, il faut se taper tu sais, de l'endurance, quoi. tu prends un exemple comme ça, Fred, parce que les gens ont l'impression de Fred, ça a été toujours le Fred Bousquet des 3 dernières années, Non, tu non, vois. non. Ouais. Mais Fred, il a beaucoup nagé quand il a été à Antibes ici, et puis avec Jackie Avec avant. Jackie, il a nagé, c'est sûr. Et au début, à Auburn, il a beaucoup nagé. Euh, Popov et Hogan Band, je peux te dire qu'ils ont beaucoup nagé. Mhm. Et la dernière fois que je suis allé en stage en Australie, il y avait le groupe à Magnussen à côté de nous. Ouais. Il faisait 70 km par semaine, hein, Magnussen. Donc, voilà. Encore une fois, c'est pas faire des kilomètres pour faire des kilomètres. C'est que euh, le but, c'est de répéter les choses justes. Voilà. Plus tu répètes les choses justes, ben, plus tu les apprends et plus après en course, elles sont automatisées. Automatique, quoi. Euh, mais oui, donc Alain avait une vraie formation qui lui a permis, je pense, ensuite de supporter l'entraînement qu'on a mis en place. Tu Alors, vois. il disait qu'à un moment donné, il a commencé à te questionner, il a commencé à discuter. Ouais, Je ne sais pas si c'est avant le titre olympique ou après. avant, C'était avant. avant. C'était avant. Est-ce que ça a été pour toi, moi j'imagine, t'as pas, j'imagine, moi je me mets un peu dans tes chaussures. Quand un nageur te vient avec une certaine connaissance, puis est curieux, puis tu as cette de questions, il faut répondre. Il n'y a, il y a pas le choix, tu pourras pas lui faire à l'envers. Mais c'est la partie de la job que j'aime. Et je trouve que. Et puis, c'est une de mes premières questions que je vais t'envoyer. Et puis, je l'avais posé un petit peu la première entrevue en parlant avec Alain. Mais là, c'est Jérémy Brugman, coach de Neptune ici à Montréal, un bon Français du nord de la France qui m'envoie une petite question et qui voulait justement savoir si l'apprentissage, en fait, connaître un petit peu la somme d'apprentissage que cet échange a pu t'apporter par rapport à ben, votre relation. Toi, qu'est-ce que ça t'a donné comme coach, quoi? Quel bonus ça t'a permis à quel point ça t'a permis de progresser, quoi? Écoute, déjà, Alain, quand il a suivi ses formations d'entraîneur, euh, il a été interpellé aussi pas uniquement sur la physio, les choses comme ça, mais sur ce qu'est vraiment la performance. Comment on crée une performance. Voilà, il a eu des formateurs vraiment, notamment François Bigrel. Ah, Voilà. je l'ai eu aussi Donc, au BE2, François. On lui passe le voilà. bonjour. Donc, c'est quelqu'un évidemment qui t'interroge et qui te bouscule dans ta perception de la performance et de l'entraînement.
Donc, c'est des choses qui l'ont, au-delà de la physio ou de la technique, c'est des choses qui l'ont beaucoup influencé. Et si tu veux, Alain est devenu, oui, assez rapidement, j'ai envie de dire tout simplement acteur de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est un garçon que tu peux amener, franchement, tu peux lui faire des choses incroyables. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque, franchement, quand des fois, je m'amuse à repenser, ou mes anciens nageurs me refont penser à ce que j'ai pu leur proposer à l'entraînement. Je me dis, mais quand même, on a poussé les curseurs vraiment, vraiment très loin, que ce soit en termes de difficulté ou d'intensité ou de précision. Enfin, des fois, quand je me retourne, je me dis quand même, on a fait un sacré boulot, mais c'est parce que justement, ces nageurs m'ont poussé à le faire. C'est-à-dire qu'Alain, il arrivait souvent que Alain devait savoir, en gros, voilà, dans les 3 semaines qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà, on va faire comme ça, comme ci, comme ça. Et pourquoi on le fait? Parce que voilà. OK. Mais alors, donc, quel exercice il faut faire pour faire ça? Voilà. Et je me souviens, mais c'est arrivé plusieurs fois, mais une fois, on rentre de compétition à 2 heures du matin, dimanche, enfin lundi matin, mais lundi matin, 2 heures du matin. Et on descend du bus, là, les 40 nageurs. Et il me dit, il faut que je te demande un truc. Je dis, oui, oui, vas-y. On est resté sur le parking jusqu'à 3h30 du matin pour discuter de ce qu'on allait faire le lendemain matin. Hein. Voilà. Donc, ça c'est une anecdote, mais si tu veux, de toute façon, tu évolues avec les nageurs. Plus le niveau de tes nageurs évolue, plus forcément tu es obligé de t'adapter et, et de devenir de plus en plus pointu dans ce que tu proposes. Alors, je trouve que c'est un défaut, c'est-à-dire que, on me dit que je suis un entraîneur de sprint, mais je ne suis pas un entraîneur de sprint. J'ai fait du sprint parce que j'ai eu la chance de tomber sur 2 garçons ou 3 garçons qui faisaient ça. Mais Ouais. si j'avais eu des brasseurs, on m'aurait dit que j'étais un entraîneur de brasse. Je ne crois pas trop à ça. Ok. Je crois qu'en fait, c'est justement les nageurs qui te poussent à… D'abord, c'est le destin, parce qu'ils font de la brasse ou du papillon ou du sprint ou ce que tu veux. Mhm. Je crois que si tu es un bon entraîneur, tu es un bon entraîneur. Mais voilà. Et puis, non, mais forcément, les nageurs te poussent à te questionner, parce que je pense que l'essence du métier, c'est ça. Euh, tu proposes quelque chose, tu dois l'évaluer, voir ce qui marche pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir au-delà des nageurs, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des gens, une grande compétence technique. Je pense à Richard Martinez, à Marc Begotti. J'ai eu cette chance-là d'être très vite baigné dans un environnement très, très riche. À un moment où l'équipe de France, même si j'y étais pas encore complètement au début, mais en tout cas, c'est cet environnement-là de l'équipe de France, créé par Claude Fauquet d'ailleurs, Ouais. était d'une richesse extraordinaire. C'est-à-dire que jeunes entraîneurs, on pouvait les discuter avec d'autres entraîneurs plus aguerris. Moi, il m'est arrivé d'aller voir travailler Marc, d'aller voir travailler Lionel Horter, d'aller voir travailler Richard, Martinez à Foromeux, Philippe Lucas. Voilà, je prenais ma voiture, hop, j'allais voir. Ça ne veut pas dire que je ne faisais pas forcément ce qu'ils faisaient eux. Non, non, non. Mais en tout cas, Sentir la vibes, voir ce que tu peux, voir c'est quoi l'énergie qu'il y a, qu'est-ce qu'il apporte. ouais, ouais, ouais. Et puis, si tu veux, petit à petit, si tu mets en place ton propre modèle d'entraînement. Euh, et finalement, moi, j'ai mis mon modèle d'entraînement, il est à peu près clair à partir de 2004, tu vois. Ok. Donc, ça prend presque 20 ans. Ça prend des années. Tu veux nous parler un petit peu de ce modèle d'entraînement? Écoute, c'est très simple en fait. J'ai Ouais, mis du voilà. temps, j'ai mis du temps à le trouver, mais en fait, c'est relativement C'était simple. devant toi? Ouais. Écoute, moi, je fais partie d'une génération où toute ma formation, qu'elle soit universitaire ou, ou fédérale, la natation, on ne nous parlait que de physio, enfin quasiment. Donc, je fais partie des derniers comme ça, j'espère en tout cas, où on associe la natation à un sport purement physiologique, alors que mon modèle, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que
Mon modèle, c'est un sport de biomécanique, de réduction d'avancement. Et donc, ce sont ces choses-là qui guident l'entraînement et qui ont un impact physiologique. Tu vois, c'est la fonction crée l'organe et pas l'inverse. Sinon, on met un mec sur un vélo, il pète une VO2 de débile et il est champion olympique de natation. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, si tu veux, mon modèle, c'est ça. C'est développer les plus grandes habiletés motrices pour se déplacer dans l'eau. La priorité, c'est savoir nager vite. Je n'ai pas dit s'agiter dans l'eau, hein, c'est se déplacer vite. Et une fois que tu sais faire ça, tu essaies de nager longtemps de façon économique. Donc, tu sais nager vite, tu sais nager longtemps de façon économique. Et petit à petit, tu mets ces habiletés motrices à l'épreuve du temps, de la vitesse, de la durée, pour les amener petit à petit à des allures de course. Ce que l'on a construit avec Alain, c'est exactement ça. Je nage, je suis capable de nager longtemps sur des intensités très basses, sur des grandes propulsions. Donc, ça veut dire que tu ne freines pas beaucoup, ça veut dire que tu es bien coordonné, ça veut dire que tu appuies fort sur les masses d'eau. Et enfin, bon, bref, on va faire tout le truc. Il y a un équilibre, une réduction de résistance qui est quasiment à 90% tout le temps proche du A ou du A+, ou du 20 sur 20 à toutes et les si intensités. Tu veux ça, ben, au lieu de le faire sur 200 mètres, eh ben, on le fait sur 400, puis sur 800, et puis ainsi de suite. Et au lieu de le faire à une 15 de moyenne, on le fait à une 12, à une 13, à une 10, pour arriver à nager autant que possible, parce qu'après, il ne faut pas se leurrer, tu ne nages pas 100 mètres en 46 secondes comme tu nages à 800 mètres à 23 coups de bras. Non. mais ces principes fondamentaux, tu arrives à les appliquer à 2,50 m secondes et pas à 1,20 m secondes. Okay. Mais en fait, le travail, c'est ça qu'on a fait. Ah, c'est super, super. J'espère que ça va intéresser beaucoup l'entraîneur. Moi, j'aime beaucoup entendre ça. Et puis, la technique, vraiment, c'est la fondation de tout. Ouais. Mais si tu veux, ça ne veut pas dire que tu fais 3000 mètres par entraînement. C'est-à-dire que pour avoir ce niveau d'expertise, en fait, il te faut répéter. Un nombre de fois incalculable. C'est Onesta qui dit… un jour, je discutais avec lui, je dis, mais pourquoi vous faites autant de shoots au hand? Les mecs, à la fin de l'ancienne, ils font 1000 shoots. Voilà. Ils font 1000 shoots. C'est un histoire qui me l'a passé en passant. Ouais. Et je dis, mais… je sais pas moi… Karabatic, à quoi ça sert à 30 ans qu'il fasse encore des shoots et des shoots et des shoots et des shoots? Je parle de ça, c'était en 2008, je crois. Et il me dit, mais en fait, répéter, c'est pas recommencer. Et je trouve la phrase assez juste, tu vois. C'est ce que je faisais dans mon entraînement, mais finalement, le geste est toujours unique et toujours singulier. Et si tu veux, et je crois qu'on peut toujours devenir meilleur nageur. C'est-à-dire que c'est la répétition des habiletés motrices, c'est le niveau d'expertise des habiletés motrices qui t'amène à être toujours meilleur nageur. Et après, dessus, tu as un travail physiologique qui se fait, qui te permet de nager, de tenir la distance de la course que tu veux faire. C'est encore plus beau quand le nageur prend take ownership, comme on dit. Là, il prend les clés du bateau, c'est lui qui te tire vers l'avant, qui te challenge. Ça, c'est la situation. La situation idéale, quoi. Ce qui est notre challenge à nous, c'est trouver justement les chemins pédagogiques pour aller les toucher, qui sont concernés, qui s'embarquent. Ça, c'est vraiment le. Et je crois qu'il faut les amener dans. Ouais, il faut les amener dans faut les amener dans une aventure, en fait. Tu vois, c'est un chemin. La performance, c'est un chemin. Nous, on doit les guider sur ce chemin-là, mais on ne peut pas marcher à leur place. Non. On peut leur dire, je pense que c'est par là pour toi. Peut-être. On peut les aider quand ça va mal, ça c'est sûr. On peut les encourager, les soutenir, parfois les bousculer, peu importe, mais comme dans la vie de tous les jours avec tout le monde. Mais c'est eux qui marchent. Ah, j'aime bien, ça revient à ce que je disais au début. Hein, il arrive
la transformation, c'est eux qui la font. Ouais. On les Après, on aiguille. peut l'inciter. Dans le cas Ouais. d'Alain, ça a été, si tu veux, j'ai cru en lui bien avant que lui croie en lui-même, quoi. Donc, toi, tu me C'est-à-dire dis à que, 15 ans, c'est un nageur de 200 bras, 200 dos, 404 ouais, nages. non, Tu vois pas trop truc. non. Tu sens qu'il y a du talent parce que le gamin, il se Ouais, pose parce des qu'il est bonnes un peu questions. grand, voilà, il se pose un peu des Il a le format, questions. il a des putains de bras. J'ai des photos. Il a des Ah, mais bras. il a des bras, mais ce pauvre, il fait 69 kilos, 68 kilos, Ouais, donc c'est 1m92. pas très fort. C'est pas très fort encore. Chaque coup de bras, tu as l'impression qu'il va se casser la clavicule, quoi, tu vois. donc, Euh, donc, en fait, lui c'est vraiment. Donc, toi, tu me dis que tu as cru avant lui. ah oui, On est en largement. quelle année là? On est en quelle année là quand tu dis que tu crois avant lui? Écoute, je vais te raconter une anecdote, c'était en 2004. Donc en 2004, Alain nage pas encore moins de, doit nager 50 secondes, 50, 50,5, 50,4, je pense que ouais, c'est voilà. Dunkerque là. Euh, alors, c'est déjà un bon nageur. On est passé du niveau interrégional à presque qualifié au jeu, en relais, Presque. tu vois. Mhm. Bon, on a quand même bien avancé, si tu veux. Euh, Moi, j'ai commencé à, si tu veux, à vraiment prendre conscience que ça pouvait faire un bon nageur euh, en 2002, tu vois. Là, quand même, il y avait vraiment un vrai gap en termes de, de précision de ce qu'il faisait, de concentration à l'entraînement. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un niveau de concentration extraordinaire sur une très longue période, malgré la fatigue. 2002. Et puis un jour, en 2004, donc Alain ne se qualifie pas au jeu. Euh, donc, on voit, il nage 50-40. En septembre 2004, j'appelle Claude Fauquet au téléphone et je lui dis, écoute, j'ai un truc à te dire. Il me dit, ouais. Je dis, écoute, Alain, il sera en finale des Jeux Olympiques dans 4 ans. Donc, il nage 50,5. Hein. Ok. Le record du monde, c'est 47,8. Enfin, bon. Et là, il y a un petit silence. Je ne sais pas trop quoi dire. Tu vois, dans ma tête, je me dis, putain, quel con. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Mais pourquoi D'un tu lui coup, dis? Pourquoi tu d'un coup, d'un coup, ça devient, tu prends le téléphone, tu apprends le DTN, tu lui dis, voilà, Alain va être en finale des Jeux dans veux 4 ans. partager? Et la merde. Et là, il y a un blanc. Et il me dit, ah, c'est bien. Et il me dit, fais-le. Et il a raccroché. Et 2-3 jours après, il m'a rappelé. Mais si tu veux, c'est vraiment là où j'ai senti que c'était un garçon hors norme. De 2003-2004, voilà. Parce que ce qu'il n'a pas dit dans ton interview, c'est qu'il ne se qualifie pas au jeu, mais parce qu'il se traîne une toxoplasmose et une mononucléose sur la saison 2003-2004. Il est malade. Il est Mhm. malade comme un chien. Enfin, moi, je le vois. Il y a des jours où il n'est pas capable de nager une 20 à l'entraînement, un départ dans l'eau. Enfin, pas de départ une 20, mais de nager vraiment une 20 Ouais, à 100 ouais. mètres. Donc, les médecins lui disent, moi, même, on lui dit, écoute, tu repose-toi, ça ne sert à rien, machin. Il ne veut pas lâcher. Et même s'il nage une 20 ou 100 mètres, il compte tous les jours, il est là. Il n'a pas raté un entraînement. Et il arrive quand même, tant bien que mal, à se sortir de cette maladie, mais je ne sais pas, finalement, les indicateurs repassent au vert un mois avant les championnats et il nage 50-40, tu vois. Et donc là, cette année 2003-2004, qui pourrait apparaître comme un échec, tu te dis, putain, le gars, quand même, il n'a pas raté un truc. Toxoplasmose, mononucléose, il fait une 20 au 100 crawl, il ferme sa gueule, il nage, il fait le mieux qu'il peut, il pleure dans ses lunettes. Enfin, bon, Il t'a montré, il t'a affiché une certaine détermination que tu n'avais certainement jamais vue ouais. avant, peut-être. Bah, chez un nageur, je n'avais jamais vu ça avant. Ouais. Ok. C'est-à-dire que j'avais eu déjà eu des gens bien plus doués que lui, tu vois. Mais Mhm. vraiment. Euh, mais qui n'ont jamais fait de bons nageurs, hein, d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment là, 2003, où je me dis, putain, ce mec, Il il n'est fait-tu pas quelque pareil, chose? quoi. As-tu un souvenir d'un truc qu'il peut faire à l'entraînement un jour qui, pas forcément un truc vite, hein, la façon dont c'est exécuté, qui te dit putain. Moi, souvent, quand je vois des athlètes, quand j'ai des athlètes qui arrivent, je peux voir quand on travaille techniquement, je peux voir sur 3, 4, 20 mètres, 10 mètres, 15 mètres, la nage que je veux. Ça tient jamais. Mmh. Ça tient pas. Mais on le voit, tu sais. Puis c'est ça qui nous donne, nous, entraîneurs, beaucoup d'espoir, parce que ça Ouais, nous permet de nous projeter, tu comprends? bien sûr. J'adore cette partie-là. Et quand tu vois cette séquence s'allonger, waouh, quel plaisir. Mais il y en a, tu l'as vu une fois, 2 jours,
tu ne le revois pas Ouais, pendant 3 mois. Tu vois pas pendant 3 mois, ça ouais, disparaît, quoi. c'est ce que je te disais avec Alain. L'avantage, c'est il a une capacité d'apprentissage énorme et que les progrès sont toujours ancrés. Tu vois, il n'y a pas de recul. Euh, il y a un échauffement de compétition où je suis très content de ce qu'il fait. Il y en a eu d'autres, mais le premier vraiment qui m'a marqué, c'est 2002-2003. Je n'arrive pas à me souvenir de l'année. Et il nage à l'échauffement vraiment comme j'ai envie qu'il nage. Comme tu le C'est-à-dire vois. que il a très peu de freins à l'avancement, il est parfaitement coordonné, il nage sur les grandes amplitudes, c'est relâché, ça paraît d'une. Tu as l'impression qu'il fait 6 mètres dans l'eau, tu vois, tout. C'est fluide, quoi. Voilà. Et puis, on est les derniers quasiment à finir l'échauffement. Et puis, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule comme ça. Et je me retourne et c'est Gennady Toureski, Ouais. que je ne connaissais pas encore à l'époque. Coach Il me- Popov. ouais. Et il me dit en anglais, il me dit, tu sais, tu es un très bon nageur. Et, et donc, je lui dis merci. Alors moi, j'étais très impressionné, hein, tu vois, que Gennady vienne me dire ça. Après, bon, on s'est revus, puis on a discuté de ça, et puis d'autres choses. Mais c'est, oui, c'est un souvenir qui me vient, alors parce qu'il y a Gennady, mais aussi parce que je me suis dit, tiens là, vraiment, il fait quelque chose c'est comme ça que j'ai envie de le voir nager. Il le fait sans que je lui demande. Il le fait de façon instinctive à l'échauffement. Automatique, ouais. Et, et ça tient tout l'échauffement. Enfin, il y a de la durée. Voilà. C'est un petit moment, c'est C'est un le petit moment plaisir. magique, tu vois. C'est le plaisir. C'est le plaisir parce que beaucoup l'entraîneur, c'est relié au chrono, c'est relié au truc. Moi, je trouve que puis là, je partage hein, avec toi. Hein, tu sais, Ouais, il y a quelques années, j'étais donc toujours à Camo. J'avais un stagiaire. Je reçois souvent des stagiaires. Bon, ouais, je travaille avec une organisation africaine aussi. Ils envoient des coachs d'Afrique. Et là, j'avais un monsieur qui venait du Burkina Faso. Il s'appelait Roland. S'il nous regarde, Roland, petite dédicace pour toi. Alors, Roland était émerveillé par tous mes nageurs. Forcément, son plus vite, il nage 27 ou il n'a jamais vu ça. C'est des plus petits aux plus grands. Émerveillé à tous les jours. Mais tu le vois, hein, que waouh, c'est les Jeux Olympiques ouais, tous les jours. Et je me mets à observer Roland. Et je vois Roland tous les jours émerveillé. Et je commence à me poser des questions parce que je ne suis pas émerveillé comme lui ou je ne suis pas émerveillé assez souvent comme lui. Alors que c'est une ouais, caractéristique qui est propre à moi. Je trouve que souvent, je kiffe, j'aime bien profiter ouais, du truc. ouais. Mais là, parce qu'on est critique, parce que tu as des bons nageurs, tu es toujours dans la critique. Donc, il n'y a pas ça, faut faire ci, ça, ça. Alors, j'ai essayé de regarder mes nageurs, prendre du recul et d'arrêter de les regarder comme spectateurs. Puis, waouh, on ne se rend pas compte, en fait, nous, entraîneurs, qu'on est témoins à tous les jours de concertos, de ce que tu veux, de symphonies magnifiques qu'il nous faut, parce que bon, je ne veux pas être romantique ou j'en sais rien, mais je trouve que une des choses dans la natation qu'on aime, c'est regarder une gestuelle, un niveau technique se développer ou même évoluer. Waouh, c'est un plaisir. Mais on est trop souvent, je trouve, dans la critique au nom de la performance, mais je trouve qu'il Ouais. faut trouver le juste milieu entre les deux. Et quand tu décris ça, j'ai l'impression que là, tu es vraiment dans le kiff. Tu es vraiment, 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 Ouais. vraiment dans le kiff. Est-ce que Mais tu as gardé cet œil d'émerveillement tout au long ou comme moi, ça a été difficile par moment de ne pas replonger dans la critique ou à vouloir absolument régler un truc ou tu sais, on est obsédé des fois par des petites ouais. affaires. Ouais. Écoute, j'ai eu la chance de voir des choses que je ne suis pas sûr que d'autres entraîneurs les aient vues dans un bassin à l'entraînement, tu vois. Oui, Parce qu'au-delà de nager vite en compétition, Alain avait quand même une capacité à nager vite à l'entraînement qui était vite ou sur des modalités sur des déplacements incroyables. Euh, il était capable de faire des choses que peut-être 2 ou 3 nageurs dans le monde ont été capables de le faire. Mais donc j'ai eu cette chance-là de voir ça de temps en temps. Et il était capable d'être catastrophique aussi. Hein. Ça, c'était sa caractéristique, c'est-à-dire que non, mais il pouvait nager 6 fois 52 secondes de départ dans l'eau un jour et le lendemain faire une 12 à fond, en fait, tu vois. Mais voilà.
Mais donc, pour ça, pour dire, j'ai vu des choses magnifiques à l'entraînement. Ouais. Et de temps en temps, j'aime bien effectivement poser les chronos. Et de toute façon, pas besoin de regarder. Ils font 58,5 ou à la pendule, entre 58 et 59. Tu vois. Euh, Par contre, oui, j'aime bien me poser et reculer, quoi. Et d'ailleurs, j'entraîne jamais derrière un plot, derrière les plots. J'entraîne tout le temps du côté, en latéral, enfin, très souvent en latéral, Souvent possible. ouais, et avec beaucoup de recul, en fait, par rapport au bassin. Sauf Ok. quand vraiment je veux leur mettre de la pression, si tu veux, ou tu vois, quand il y a la série, faut les encourager, les bousculer, ou tu te rapproches d'eux, tu vas au contact, tu vois. Mais je pense aussi que le langage corporel de l'entraîneur est déterminant. Euh, C'est-à-dire que moi, quand je prends du recul, que je me pose, que je les regarde, ils Ils savent savent. que ils pensent qu'ils savent que c'est pas mal ce qu'ils font parce que tu vois, je me mets en retrait et là, ça me permet personnellement, en tout cas, je vois beaucoup mieux les déplacements, je vois beaucoup mieux les choses quand j'ai un peu de recul. Donc oui, ça m'arrive de ne pas toucher un chrono de tout un entraînement. Hein. Ça, c'est Comment je le. peux faire un entraînement avec que le chrono dans la main, hein, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de. Mais je peux faire ça, oui. J'adore. J'adore coacher sans chrono. C'est le truc. Le jour où j'ai les moyens, je ne prends plus de chrono. Je ne fais juste Ouais, regarder. Je ne fais... Ah non, c'est terrible. Je pense que le chrono, on est souvent les yeux dessus. On manque tellement de choses. Quand ouais, je vois les entraîneurs en compétition qui prennent des notes dans un 50 type, qui prennent le temps en 15 mètres, qui notent, qui virent, tu vois rien. Là. Le mec qui s'est entraîné toute sa vie pour un truc, tu es en train de noter le temps au 25, les temps au truc, mais tu as tout raté en fait. Donc, ouais, moi, je me pointe sur le deck, j'ai les mains dans les poches, j'ai pas de chrono, j'ai pas de notes. Tout est préparé avant dans mon cahier. Je ne vais pas ouais. recommencer à noter le truc. Non, 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 non. Je veux absolument regarder. Et j'ai fait partie de ces coachs qui notaient. Ah ouais, Bah, t'es bien bien. sûr, on l'a T'es tous passé. fait. On s'en fout de comment t'es passé, comment tu te sentais. Raconte-moi. Nanana. Je suis vraiment à l'opposé, à l'opposé Ouais. avant. Mais c'est l'évolution. Donc aux Jeux Olympiques. Mhm. Ok. Et là, on ne va pas raconter le relais. On va pas raconter le relais, comment ça a été dur, le résultat à la fin. Bon, on va pas revenir là-dessus. Par contre, j'ai une question qui me vient maintenant du Social Kick podcast. Donc, c'est un autre podcast anglophone, je pense qu'ils sont américains, Ok. qui m'invite à cette question-là. Et la question, c'était ou est-ce que vous avez préparé, à quel point vous avez préparé les relais en termes d'échanges, de stratégie? Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport, attention, à la vague, c'était devant, nage de l'autre côté, t'es pas devant, reste au milieu? Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion stratégique-là? Ça les intéressait beaucoup de savoir cet aspect-là. Et aussi, mais là, je pense qu'Alain y a répondu dans l'autre entretien, je ne pense pas que c'était traduit à l'époque quand ils m'ont posé la question, mais c'est aussi, c'était quoi le niveau d'acide lactique à la fin du 100 mètres d'Alain, à la fin du 100 mètres d'Alain dans le relais? Alors, euh, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, l'équipe de France est organisée autour de responsables de relais. Ok. Donc, c'est Marc Bégotti qui avait en charge le relais 4x100 messieurs. Euh, et si tu veux, Claude avait décidé de cette stratégie-là pour que voilà, les gars passent, pendant la préparation, passent du temps ensemble. Marc les avait eus, ils avaient fait un stage de cohésion, enfin, ils avaient déjà discuté en amont des différentes options. Tu vois, petit à petit, ça s'est fait juste après les championnats de France, hein, donc au mois de début mai, on va dire, 2008. Donc, il y a eu un vrai travail de cohésion et puis de discussion sur comment les garçons voyaient les choses. Enfin, bon, bref. Ils ont fait leur stage. Après, on s'est recroisés 2, 3 fois. Et puis après, sur la préparation, c'est les entraîneurs, des nageurs, si tu veux, les entraîneurs concernés. On n'intervenait pas dans les discussions à propos du relais. Il y avait un manager des relais en qui on avait confiance et voilà, il n'y a pas de souci. Euh, et ça permettait, si tu veux, à Claude d'avoir justement pas de parti pris, c'est mon nageur, donc je veux faire si. En fait, tu vois, voilà. Mhm. J'ai envie de te dire que tout allait bien jusqu'au moment où on s'est quand même gouré dans l'ordre du relais, quoi. C'est-à-dire que les mecs,
apprennent, je ne sais pas, 10 minutes avant de partir à la chambre d'appel, que l'ordre qu'ils pensent dans lequel ils vont nager n'est pas l'ordre qui est déposé par l'équipe de France. Ok. Et on ne peut plus faire marche arrière. Non, là, tu peux plus. Sinon, tu es disqualifié. L'ordre que les garçons avaient en tête, c'est Amaury, Alain, Fred. Fred à la fin. Fabien et Fred. Ouais, c'est ça. Et l'ordre déposé, c'est Amaury, Fabien, Fred et Alain. Donc là, je te laisse imaginer le schmilblick. Parce que les gars, il faut les… Là, tu n'as pas 4 agneaux. Hein. Les mecs, ils vont faire peut-être… C'est d'ailleurs l'objectif. Les Américains appellent ça the race. Pour eux, c'est la course de tous les temps, cette course-là. D'abord parce qu'ils gagnent, bon. Mais parce que le niveau de performance de ce relais est juste démentiel. C'est ouf. Ouais. Les deux équipes battent le record du monde de 4 secondes. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois. Mais je pense qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, tout simplement. Je vais être très honnête avec toi, je ne connais même pas la vérité encore actuellement. C'est-à-dire comment on a pu déposer un ordre qui était différent de l'ordre que les nageurs avaient dans la tête. Je ne sais pas où est le bordel. Donc, pour revenir à Alain, très clairement, depuis le début, avec ses coéquipiers, avec Fab, tout ça, on savait que c'était… le deuxième nageur américain, c'était… C'était Cullen Jones. Merci. On savait que c'était Cullen Jones qui allait partir en deux. Donc, si tu veux, ce n'était pas forcément le maillon fort sur 100 mètres des Américains. Donc, si tu veux, les garçons s'étaient mis dans un schéma où Amaury allait toucher avec les premiers, quoi, après, tu vois. Et Alain devait pulvériser Cullen Jones et partir très vite pour le sécher pour créer un écart. Et donc, un quart d'heure avant, 20 minutes avant la course, on leur dit, mais ce n'est pas comme ça l'ordre, les gars. Wow. Et donc, si tu veux, moi, je n'ai pas eu ce réflexe-là à ce moment-là, mais personne ne l'a eu. Et je ne sais pas si les garçons étaient capables de l'entendre. Parce que déjà, il a fallu Parce que là, tu as 4 démons. Hein. Il a fallu les calmer un petit peu, quoi. Il a fallu les calmer, refaire redescendre tout le monde, de recentrer sur l'objectif qui était quand même de faire un relais et pas de gueuler. Qui joue ce rôle-là de les calmer à ce moment-là? Il y a Claude et moi. Il y a Lionel Horter, en fait, tout le monde est là. Hein. Et Claude leur dit, les gars, de toute façon, voilà, c'est fait. On verra pourquoi, machin après. Là, on a un relais à faire, mais pas n'importe lequel. Donc, si tu veux, on arrive à calmer les mecs qui partent. Et finalement, je crois que chacun à Maurice, c'était pas compliqué, son poste ne changeait pas. Enfin, c'était pas compliqué, entre guillemets. Hein. C'est jamais facile de. Je ne dis pas que c'est facile de débuter en 4x100 en finale des Jeux. Fabien, 2 ou 3, c'était pas, tu vois, c'était pas fondamental dans le truc. Et Fred a une grosse expérience des relais. Et donc, si tu veux, où on s'est vraiment pris, je n'ai pas pensé, c'est à recentrer Alain sur une situation de course qui était complètement différente. C'était être l'homme chassé, là. Au lieu de te mettre en situation de… Le but, c'est d'atomiser Cullen Jones et de faire un écart. Là, le but, ça va être de gérer la course pour la gagner. Éventuellement. Tu vois. Et sauf que on n'a pas fait les resets. Et Alain a nagé comme si c'était Cullen Jones à côté. Exactement. Même si l'autre, il fait 46-0, et ça, on peut me le raconter dans tous les sens. Celui qui me dit, on le savait, je crois que même son entraîneur, même sa mère, elle ne savait pas qu'il était capable de faire 46-0, tu vois. Je crois que là-dessus, mais on a beaucoup appris. Hein, c'est pas… Après, on a une culture de relais par rapport aux Australiens, aux Américains, à ce niveau-là de performance, hein, j'entends. Hein.
qui était très Voilà. faible. Ouais. Tu vois. Donc, il a fallu aussi apprendre de ça, apprendre de comment on gère un relais. Voilà, enfin, c'est pour ça aussi qu'on a acquis de l'expérience et qu'après, on a réussi à gagner en relais. Alors, ça a dû être. Donc, lui, en fait, il perd tous ses repères. Il plonge là-dedans en pensant qu'il va chasser. Et c'est l'homme. Ouais, Il devient le chasseur chassé dans le dernier relayeur, ce qui fait qu'il amène un petit peu à ces petites erreurs de course. En ouais, fait, tu regardes ses courses, il nage très rarement sur le côté. Parce que j'ai revu ouais, son ouais. monde récemment, son 46-9, ou même sa course individuelle, il est Oui, il centré. est Il aligné. Ouais, colle quand il faut se coller. En fait, c'est lui qui se colle quand il faut se coller ouais. en 3,25 sur Eamon Sullivan. Mais Ouais. sinon, ses autres courses, il est très. Waouh. Puis lui, la façon dont il raconte ça, il est vraiment. Il est down, down, down après le relais. Moi, écoute, on l'a regardé avec Thomas, Ouais. comme je disais, et puis d'autres amis, niçois, entre autres. Quand j'ai regardé la course, moi, il plonge les 15 premiers mètres. Je l'ai dit dans l'autre émission, je suis comme, non, il est mort, c'est mort. Et il est crispé, il est parti comme un. Ah, c'est cuit, les gars. Puis j'y crois parce que ça part, mais il est tendu comme un Ouais. string dès les 15-20 premiers mètres, quoi. Et je lui ai répété, je l'ai eu au téléphone là-dessus, puis j'en ai parlé un peu avec. Lui, il me disait que non, un peu. Moi, je trouve que le faire partir dernier, même s'il est champion recordman du monde et qu'il a quand même une certaine expérience dans un contexte olympique, dans une piscine où toi, ton ami, il est à côté, tu ne peux pas l'entendre en train de te dire quoi que ce soit tellement il y a le feu dans la piscine. C'est autre Tu chose, c'est sais, une expérience. Hein. je pense que Eamon Sullivan perd le titre parce que les Australiens l'ont trop exposé avant la finale. Euh, Ils l'ont mis à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'ils le font partir au start du relais. Record du Alors, c'est monde. super, record du monde. Hop, sac à dos. Alain bat le record du monde, mais en demi-finale, mais c'est pas, on chasse pas le record du monde. Il nage pour préparer la finale, si tu veux. Ok. Et c'est très différent. Hop, Alain fait le record du monde, bon, bah, tant mieux. Tu vois, mais Oui. c'était en C'est pas le aucun but. cas, on avait. C'est pas le but. Non, le but, c'était avoir une ligne centrale et préparer au mieux la finale des Jeux. Ce qui se passe en demi-finale, on s'en fout. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas un but en soi, la demi-finale. Mhm. Les Australiens ont voulu réagir, tu vois, Eamon a voulu réagir. Il rebat le record du monde. Et tu vois, ça a été à chaque fois, et j'en remets, et j'en remets. Et je pense que Eamon s'est fatigué. Je pense que tu as un réservoir, euh, de, je ne sais pas comment dire, je pense que c'est comme toute personne, les gens, les nageurs ont un réservoir une réserve énergétique ou tu vois, de capacité à gérer la pression. Et je pense qu'ils ont utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup ce réservoir avant le moment le plus important, quoi. Ouais. Il arrivait un petit Et, peu. et, euh, et d'ailleurs, si tu vois sur le 50, Imon est recordman du monde, hein, du Il n'est 50. plus là. Il n'est plus là. En finale, tu ne sais même pas qu'il est là, il disparaît. Non, il n'est plus là. Tu vois. Ouais. euh, Donc, je pense que, pour revenir à ta question, oui, effectivement, je pense que exposer, entre guillemets, ton meilleur nageur, ce n'est pas forcément la bonne solution, quoi. Alors arrive la finale. Mm. Et puis j'ai l'impression, et là c'est la discussion, c'est les dires d'Alain, on a le feeling que c'est lui qui te rassure. Ok, on a le feeling que c'est lui qui te dit bon, écoute, coach, t'inquiète, arrête là, c'est bon, là, je vais y aller, je vais aller faire mon truc, tu vas te régaler. Écoute, Alors ouais. j'ai eu d'autres feedbacks, j'ai eu d'autres trucs, donc j'aimerais savoir ton opinion par rapport à ça. Donc l'avant-finale, c'est quoi qui se dit réellement? Et toi, est-ce que tu es. Bon, ben, évidemment, on est tous un peu stressés parce que c'est une finale olympique, puis on sait qu'il est bien, tu sais qu'il est capable. Donc, comment tu te sens et c'est quoi ta version de l'avant-course? Écoute, euh, d'abord, je sais qu'il est en forme physiquement. Enfin, déjà, ce truc-là, physiquement, techniquement, tu sais que c'est. Voilà. Tu y es. Donc, déjà, ça, tu le balayes. Le 46-7 t'affecte pas, il est médaille d'argent dans Non. ta tête, tu sais que c'est dur pour eux, mais toi, tu n'es pas Oui, du tout oui. dans le doute de ce côté-là. Non, ce qui m'inquiète un petit peu, mais pas longtemps,
c'est me dire comment il va digérer ça. Voilà. Ok. Au côté émotionnel, tu vois. Et je lui dis même, après le relais, si tu veux, tu vas dans le coin de l'équipe de France, c'est la fin du monde, quoi. On dirait que Ouais. c'est. Alors qu'on est vice-champion olympique, on l'a jamais fait, tu vois. Non. Mhm. Et tout le monde pleure. Au bout d'un moment, il faut Calmez-vous. repositionner les choses, quoi, tu vois. Mhm. Euh, donc, je prends Alain, je lui dis, tu pars de là. Et je lui laisse même pas finir sa récup, je lui dis, tu sors de là. Je voulais pas qu'il reste pendant 1 heure dans tu vois, le truc, oh mon Dieu, c'est grave, Ouais, tu ouais, vois. ouais. We move on, Voilà. on avance. Et je lui dis, cet après-midi, soit tu viens pas, tu fais comme tu veux. Moi, je viens voir nager, mais cet après-midi, tu gères comme tu veux. Il me dit, bah, ok, je te tiens au courant. L'après-midi, il est revenu de lui-même, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas la pression. Il n'était pas angoissé de revenir à la piscine, tout ça. Donc, même si on avait débriefé la course, évidemment, et puis la situation surtout. Donc, je n'étais pas trop inquiet par rapport à ça. Pour revenir aux 100 mètres, les séries se passent très bien. Il fait un grand classique. Il nage 60 mètres et puis il fait semblant de fatiguer. Il relâche. Les autres ne savent pas si c'est du bluff, machin. Donc Voilà. tu dis Il ça fait, il fait le stratégiquement, c'était quatrième temps. placé, ça, le petit coup de semblant de bambou du Non, CD. non, mais c'est son truc. Moi, je n'étais pas fan du tout. Lui, c'était son côté, je me rassure, en fait. C'est-à-dire, mais il le faisait souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il nageait suivant la course et les derniers mètres. Il n'allait pas au bout du 100 mètres, quoi, si tu veux, il faisait ça. Voilà, il levait le pied. Donc, les gens s'interrogent. Moi, je sais. Je sais que ça va très bien, que c'est lui qui gère le truc. Moi, j'ai mes petits repères, tu vois, bon, c'est Mhm. facile. Arrive la demi-finale. Donc, comme je te dis, le but, c'était quoi? Où est-ce que tu veux nager? Plutôt au milieu pour contrôler la course. De toute façon, je ne vais pas me cacher. Le 100 mètres, c'est pour moi. Donc, je ne vais pas aller me cacher à la 8, tu vois. Voilà. Ouais, je vais faire une vraie course pour prendre les derniers petits repères, les derniers petits trucs. Tout va bien. Donc, il plonge. Hop, record du monde. Donc, il sort de là. 3 minutes après, il bat le record du monde. Mais ça nous est glissé dessus. Mais ouais, il a battu le record du monde. Il avait quand même bien battu. Hein. C'était presque 20 centièmes. Tu Ouais, vois, ouais, ouais, 17 centièmes ou 15 centièmes. ouais. Donc, ça commence à être un écart. Ouais, bah, écoute, il a battu le record du monde. On s'en fout. C'est demain. Tu vois. Donc, on était vraiment focus sur la finale. Moi, j'ai le souvenir d'avoir plutôt bien dormi. J'ai été en plus dans la même chambre que Christos Paparodopoulos, qui avait beaucoup Ok. d'expérience. Donc, et en plus avec Hugues, qui faisait des Jeux Olympiques remarquables aussi, hein, parce qu'il fait 2 médailles de bronze, Hugues. Ouais, il enchaîne. Lui, Voilà. c'est, Ouais. on n'en parle pas Centre de beaucoup, mais s'embrasse. Et donc voilà, donc je suis dans mon. Franchement, euh, je suis plutôt dans une zone de confort. Et puis, j'ai envie de te dire, oui, je suis stressé, mais guère plus que sur un meeting. Je suis quelqu'un de relativement stressé, si tu veux. ouais. Et finalement, que ce soit la finale des Jeux ou les championnats de France, j'ai pas plus de pression. Et je t'avouerai même, c'est plus une pression plutôt positive qu'au championnat de France, où c'est une pression négative parce que tu n'as pas commencé ta saison internationale encore. Ouais, Tu te qualifies ou tu ne te qualifies pas. Hein. un peu plus tendu. Voilà. D'ailleurs, l'anecdote, c'est, tu vois, on prend le bus avec Alain le matin, là, parce que les filles, là, c'était le matin. Vers 10h et quelques, la finale. Donc, je ne sais plus. Enfin, bref, à quelle heure je lui dis, écoute, on prend le bus, on part du village, on prend le bus de 7h, 6h30, j'en sais rien. On monte dans le bus. Il y avait les 8 mecs de la finale des Jeux dans le même bus et quasiment personne d'autre. En fait, tu es le seul avec le coach ou sont avec leur coach? Il y en a qui sont avec le coach, d'autres sans personne, d'autres avec quelqu'un du staff, tu vois, mais pas forcément leur coach, tu vois. On rentre dans le bus les derniers, ils sont tous là. Et là, je peux te dire que le bus, ça dure, je ne sais pas, 5 minutes hein, entre le village et la piscine. Et là, en 10 secondes, je me dis, écoute, tu sais quoi? Il faut qu'on parle. Et je commence à lui parler de tout et de rien, en fait, tu vois, de la... Ah, tu as vu l'arbre, on fait n'importe quoi.
Et les autres, c'est silence radio. Il n'y a pas Vous un parlez. bruit. Et nous, on parle. Et je pense qu'Alain a eu quand même il est arrivé le premier à la chambre d'appel, et ce n'est pas anodin. Il m'a dit parce que en fait, je voulais les accueillir chez moi. Et tout ça, tu vois, pour te dire qu'une finale olympique, ça se joue aussi sur des trucs comme ça. Détail. Ouais. Et oui, stressé, oui. Après, oui, au bout d'un moment, on ne parlait pas beaucoup avant les courses. Parce qu'Alain était quelqu'un qui se centrait uniquement sur le côté technique. Il n'y a pas besoin de lui dire, allez, vas-y, ça ne servait à rien du tout. Donc, juste le recentrer sur un ou deux points techniques, tu vois. Voilà. Et je lui donne deux, trois trucs, mais trucs que tu répètes 1000 fois, tu répètes 1000 fois la même chose. Hein, de toute façon, si le jour de la finale des Jeux, tu inventes un truc que tu n'as jamais fait avant, c'est mort. le pauvre type, tu lui as cassé les 2 jambes avant de commencer. Et là, il me regarde et me dit, t'inquiète, tu vas te régaler. Wow. Et là, je peux te dire que là, ce mec qui part faire la finale des Jeux, il te dit ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Il me l'a fait une autre fois, c'était un peu différent. C'était avant les championnats d'Europe, enfin pendant les championnats d'Europe d'Eindhoven, la première fois qu'il bat le record du monde. Il me dit, c'est combien le record des championnats d'Europe? La question que personne ne pose, tu vois. Je dis, j'en sais rien, moi, comment c'est le record des championnats d'Europe. Et lui, il savait très bien que c'était à 2 centièmes du record du monde. Donc, et après, j'ai compris son message. Mais sur le moment, je n'ai pas compris. Et donc, à Eindhoven, il me dit, ouais, en gros, il m'annonce qu'il va se rapprocher de ce temps-là, quoi. Tu vois. Donc, et là, pareil, il me dit, t'inquiète, tu vas te régaler. Et il est parti. Voilà. Les records du monde. Et donc, quand il me dit, t'inquiète, tu vas te régaler, derrière, il est champion olympique. Le mec arrive dans la chambre d'appel, c'est lui qui les accueille. C'est tapis roulant, quoi. Tout déroule, tout roule, tout va bien. Voilà. Ça regardait bien, c'était bien enligné. Alors, ouais. Et puis après, si tu veux, parce que l'après-midi, on avait le 50. C'est un drôle de contexte. Enchaîné. Et l'échauffement du 50 a été très facile. Autant te dire que tu es champion olympique du 100 mètres, tout va bien. Même si tu n'as pas pu te reposer parce qu'on est arrivé avec les médias, tout ça, il a mangé, on est revenu à la piscine, il a perdu son accrède, c'est un bordel. Bref. Et là, parce qu'il diffuse les finales du matin, donc sur les écrans géants. Et tu vois ce qui s'est passé le matin, tu vois. Et là, je crois que j'ai compris ce que c'était la plénitude d'un coach. Ah là, t'es bien. tu marches au bord du bassin. Bon, il fait son truc, tu vois, parce qu'à l'échauffement, je n'aime pas trop intervenir à l'échauffement. Je suis là pour eux, mais c'est pas maintenant qu'il faut faire le job, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression de ne pas toucher par terre. Je te jure, je marche, mais... C'était-tu la première fois que tu avais ce feeling-là ou Ouais, c'est la deuxième fois, après Eindhoven, tu vois, pareil. C'est le moment de plénitude absolue. C'est bon, ça, hein? Putain. Ouais. Oh, wow. Il y a tellement de moments où tu as la tête la tête dans le seau que pour ces moments-là, ouais, ça vaut pour tout le reste. Tu sais, je vais faire un petit hommage à Christian Donzé, notre défunt directeur technique, que j'ai reçu ici à Montréal plusieurs fois, qui venait. Et puis on avait des bonnes discussions. On a une bonne discussion dans un super restaurant. Tu as fait une bonne bouffe. Et je commençais mon travail de coaching ici à Montréal en 2005. Et il me disait, Greg, dans ce travail, tu vas vivre beaucoup plus de déceptions, de moments négatifs que de moments positifs. Et je te vois enthousiaste, embarqué, émotionné, le truc. Mais n'oublie pas que les moments qui vont être bons, il faut que tu les enregistres et il faut que tu en profites parce que c'est toi. Et toi, tu as ces 2 moments-là qui sont... Donc, tu sais pas, mais tu marchais, hein, c'était décrit par les autres coachs, mais tu marchais légèrement au-dessus du sol. C'est vraiment l'impression que j'avais. Incroyable, vraiment, ça va être un bon feeling. Quand tu arrives aux 50,
Eh, vas-y, amuse-toi, mon gars. Ouais, Amuse-toi, mon gars. Tu sais, je voulais revenir avant de poser une ouais, question qui me tient à cœur. Dans l'entretien, il dit que vous avez passé votre temps à chaque compétition, tu l'as enseigné à scinder la compétition en plusieurs ouais. morceaux. C'est-à-dire qu'à préparer, c'est chaque jour. Puis c'est vraiment un nageur qui, des fois, pouvait te faire une très, très bonne, un autre creux, derrière enchaîner. Mais toi, tu as toujours travaillé avec lui. Écoute, ça, c'est un point. Tu l'as gagné, c'était super. On passe à l'autre. Mm. On oublie un petit peu. Est-ce que c'est un processus avec lequel tu t'es mis avec lui d'entrée ou c'est quelque chose qui a commencé relativement tard ou tôt par rapport aux Jeux Olympiques? Écoute, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé avec mes nageurs. C'est une course, c'est une course. Celle d'après ne sera pas la même. Parce que notre métier, c'est calmer, c'est d'être un modérateur, en fait, souvent. Ouais. Modérer les déceptions euh, et aussi parfois modérer les euphories parce qu'elles peuvent être source aussi d'une suite de compétitions moins bonnes. Il faut trouver ce fil-là, cet équilibre-là entre profiter du côté positif de la performance, tu vois, des choses réussies, Mhm. sans que ça parte dans tous les sens et que le type, il oublie que quand même, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Euh, et puis, d'un autre côté, pas tomber dans le catastrophisme, et tout est nul, et je ne suis pas bon, et il n'y a rien de bon. Et enfin, voilà. Notre métier, c'est ça. Euh, donc, ouais, après, tu vois, je pense que le principal là-dedans, c'est gérer ses émotions au fur et à mesure et de dire, écoute, une course est une course. Euh, le lendemain ou l'après-midi, les choses peuvent être tellement différentes. Et sur les jeux, si tu veux, c'est pour ça aussi qu'il a réussi à switcher d'une course à l'autre. C'est parce qu'on le faisait tout le temps. C'est-à-dire que le relais était le relais, le 100 mètres était le 100 mètres, le 50 était le 50. Euh, en gros, Alain avait. Imagine son champion olympique du 4x100 et que c'est. Ça peut être ça peut l'empêcher de devenir champion olympique du 100 mètres, tu vois, dans l'euphorie générale, dans Le coup l'ambiance. d'énergie que ça peut donner, le coup de Voilà, jus que tu voilà. mets là-dedans. On ne le saura jamais, et c'est comme ça, et c'est le sport, c'est tant mieux. Mais donc voilà, oui, mais c'était très séquencé, oui, tout le temps. Mais pas qu'aux Jeux Olympiques. Même si on faisait un meeting où il était en difficulté, il n'y avait pas de se dire j'ai fait une mauvaise course, putain, ce soir. Alors, évidemment que tu es tenté de le faire, et mais évidemment qu'il se l'est dit, il ne faut pas se leurrer. Mais mon job, c'est oui, de leur dire ok, celle-là, elle est faite, elle est fait bien ou mal, ou comme ci, comme ça. Mais la suivante, c'est une autre. Même si toi, ça te fait mal et ça te gronge en dedans et ça te fait chier, ou ça peut très bien, tu es humain aussi. Hein. Ouais, La ah course, bah tu oui, l'as oui. regardé. Claude Fauquet, il Tu m'a dit qu'il sais, pleurait quoi, à la fin de la course, lui. Hein. À la fin du relais, ouais, il chialait. Quoi. ouais, ouais, ouais. Euh, mais tu sais que c'est une course que j'ai pas envie de la regarder souvent. Ah, Enfin, mais je te dis, quand je la regarde, je moi, je suis suis, dégoûté. c'est une course que j'ai beaucoup de mal à la regarder. Bon, enfin, bon, bref. Ah, c'est Mais, normal. ouais, ouais. Mais là, je suis pris dans mon. Là, pour le coup, Alain est préparé, mais moi aussi, quoi. Ouais, Parce que ouais. si tu n'en as qu'un des deux qui est préparé, ça ne marche C'est pas. mort. C'est mort. C'est-à-dire que moi, je suis préparé. Je sais que le relais va prendre une énergie folle dans cette compétition, parce que c'est un truc incroyable. Quoi qu'il se passe, avant même d'y aller, tu sais que ça va prendre beaucoup d'énergie. Ça va prendre beaucoup de place. Voilà. Donc, tu te prépares à ça. Tu te dis, attends, on n'est pas là pour faire une course. Normalement, on est là pour en faire 7. Donc, si à la première, elle gâche tout le reste, C'est- c'est pas possible. On n'a pas Mm. fait 15 ans de travail pour ça, quoi. Mhm. Donc, mais c'est un apprentissage, mais aussi, encore une fois, aussi pour l'entraîneur. Mais je crois que de toute façon, si tu veux, on ne s'attache pas assez à l'entraînement des entraîneurs. Euh, je crois que pour être un bon entraîneur, c'est-à-dire pour avoir l'esprit clair, pour être vif, pour trouver les bons mots, un peu de mots pour toucher les gens. Souvent, les mecs, ils arrivent, ils sont en zone mixte.
soit bien passé ou mal passé, mais si ça s'est mal passé, tu as 3 minutes. Le mec, il va arriver, tu vas le prendre de face. Et si toi, tu n'es pas capable en 3 minutes de te recentrer, de te focaliser sur 2-3 choses qui sont importantes pour lui, tu le sais, tu t'organises, bam, le mec, il arrive, tac, il faut que tu le redresses. Ce n'est pas 2 heures après que tu vas le redresser. C'est là, Tu ouais, peux revenir sur certaines choses, tout ça. Et ça, dans le métier de coach, c'est des trucs, c'est des moments magiques. C'est-à-dire que tu as 3 minutes. Tu as 3 minutes pour que ce soit efficace. Mais Alain, il est champion d'Europe à Budapest en 2010. Ouais. Franchement, les séries, je me dis, mais c'est Catastrophe. une catastrophe. Non, je dis, mais c'est pas possible. Et j'accuse le coup, tu vois. Et ça, c'est aussi la force d'une équipe. Il y a un des coachs de l'équipe de France qui voit que c'est pas bien. J'accuse le coup. Et il sait qu'Alain va arriver. Il sait qu'en plus, qu'en ayant nagé comme une savate, il ne va pas rester longtemps en zone mixte, tu vois. Et il me dit, oh, tu te souviens de ce que tu m'as dit? 3 minutes. Parce que je lui avais dit ça, tu vois. Et ce jour-là, ce collègue, il m'a sauvé le truc, quoi. Ça t'a remis. Il m'a recentré dans mon poste, à mon rôle. Est-ce que tu veux mon rôle, ce n'est pas de de pleurer, tu vois. C'est de dire, oh, j'ai 3 minutes. Moi qui lui avais dit ça, peut-être 1 an ou 2 ans avant, je ne sais plus. Tu vois. On parle de qui? Là, on parle de Christos. Ah, encore lui. Mais bon, si tu vois, c'est voilà. Mais c'est des moments qui se préparent, et même en étant préparé, les circonstances émotionnelles font que tu peux avoir du mal. Mais pour revenir à ça, oui, les entraîneurs prennent pas assez soin d'eux. Écoute, moi, je crois que quand je suis arrivé à la compétition reposé, j'ai fait en gros pendant 1 mois avant la compétition ce que je voulais. J'ai vu mes potes, j'ai bu des coups, je me suis reposé. J'ai fait que des choses qui me plaisaient, tu vois. Et tu arrives à la compétition reposé, heureux, détendu. T'es arrivé serein, quoi. Et tu as une disponibilité d'esprit qui te permet d'être performant. Moi, mais à l'inverse, hein, Rome 2009, tu vois, t'es brûlé, je suis pas bon. Je suis pas bon dans la gestion de la compétition. Mais parce que j'arrive en préparation, je suis exténué, je suis très fatigué, parce que j'ai fait plein de trucs. Bref, j'arrive en préparation, je te jure, je suis fatigué. Je passe mes journées à dormir. Entre 2 entraînements, je passe mes journées à dormir. Et ça n'a pas loupé. Je n'ai pas été bon sur la gestion de la compétition, sur la façon dont j'aurais dû gérer les gars, quoi, tu vois. C'était moins évident. Moi, j'ai Guy Boissière qui était mon mentor un petit peu au début, avec qui j'ai beaucoup appris. Ouais. Quand j'allais faire mon B2 à Bordeaux, à Talence, justement, je passais beaucoup de temps chez Guy. Alors, t'imagines, la journée, t'écoutes Bigrel, le soir, t'écoutes Guy avec un petit verre de bourbon. J'ai la tête qui tournait, mais c'était vraiment des bons moments. Et Guy me disait que la planification, le plan d'entraînement, il faut le faire pour l'athlète, mais il faut le faire aussi pour soi. Et ça, c'est important. Si lui, tu peux avoir des périodes de récupération, tu pourrais avoir des périodes de taper, mais toi, tu as droit à la même chose. Il faut qu'on soit aiguisé comme des lames de toute façon. Mais ce que tu dis, toi, en fait, c'est que sans t'en rendre compte, ta méthodologie, la façon dont tu approches la compétition, ta façon de scinder, ta façon de parler aux athlètes, même si tu dis ce jour-là, au championnat du monde, au championnat d'Europe de vol le matin, tu as un coup de down, tu as vraiment un gros moins coup de down que si tu n'étais pas préparé. Bien sûr. Tu es quand même préparé. Donc, Christos arrive, il t'aide, mais tu t'es toi rendu service déjà en te mettant sur la voie. Alors, ça m'amène à la prochaine question. Donc là, c'est un pur niçois qui te pose la question. Donc, on parle de Nicolas Zazéry, le directeur technique de la Fédération de l'aviation du Québec. Je te la lis directement, c'est tellement bien écrit. Nico est propre là-dessus. Le parcours d'Alain Bernard a été jalonné de haut et de bas. Et au niveau, les bas peuvent être rudes, voire fatales. En tant qu'entraîneur, la force de ses convictions suite à un bas se heurte à la tentation d'une remise en question profonde et radicale. Devrait-on donc imputer le succès d'Alain
à des changements de cap et de philosophie suite à des bas, ou, à contrario, sur la stabilité d'une philosophie et la profonde croyance que la recette était la bonne. Tu reconnais bien la question de Nico. Nico, elle fait 15 lignes, la question. Ah, je ne sais pas si ça fait 15 lignes, mais bon, Thomas, quand il me pose des questions, c'est assez loin. Je ne sais pas si Fabrice, je n'ai pas encore discuté avec lui, mais je pense que ça doit ressembler un petit peu. Écoute, dans le cas d'Alain, je parlais tout à l'heure de mon modèle d'entraînement, mais on n'en a pas changé. C'est-à-dire que je crois que toi aussi, ce qui a fait la réussite, c'est que même s'il y a eu discussion, et tant mieux d'ailleurs, et surtout s'il y a eu discussion, explication en tout cas, j'étais convaincu que le modèle d'entraînement que je lui proposais était bon pour lui. Et ça, c'est déterminant. C'est-à-dire que même si c'est dur, même si des fois tu t'engueules, parce que voilà, si le nageur est convaincu que ce que tu lui proposes est pertinent, j'ai envie de te dire, même si ça ne l'est pas pertinent, ça va fonctionner. Et donc, si tu veux, on a eu cette chance-là, c'est de croire dans ce modèle. Et encore une fois, j'ai amené les nageurs avec moi dans ce modèle-là. Parce que c'est quelque chose… Alors, après, tu as les nageurs qui ont besoin de plus ou moins d'explications, tu vois. Mais grosso modo, ils savaient à des degrés différents, en fonction de leurs envies, leur motivation, tu vois. Il y en a, ils voulaient savoir à quoi ça ressemblait, mais ils ne voulaient pas des choses très précises comme Alain, si tu veux. Mais malgré tout, je les ai amenés dans ce voyage avec moi. C'est-à-dire que s'entraîner avec Denis, c'était faire ce type d'entraînement, et on était convaincus que c'est comme ça qu'on y arriverait. Après, on aurait fait autre chose, peut-être ça aurait marché ou pas. C'est pas pour dire que mon modèle est le bon. C'est juste pour dire que si tu es les athlètes et le coach ont un projet commun et ils y croient, ben, ce n'est pas parce que tu vas trébucher une fois que tu vas tout remettre en cause. Voilà. Donc, tu as réussi à garder le cap. Alors, le plus dur, ça a été après les Jeux. Après, oui, parce que c'est tout l'après, les médias. Comment faire pour redevenir champion olympique? Un garçon qui a déjà 25 ans en passé, avec qui tu as déjà fait 10 ans, ou je ne sais plus combien, tu vois. Donc, là, il y a des ajustements à faire, mais pas sur le fond. Pas sur le fond. Tu n'as pas changé sur le fond. Moi, j'ai une question à te poser. Justement, tu disais qu'à partir de 2012, tu sens, toi, que au tout début de l'entretien, tu me disais que tu sentais que, bon, ben là, c'est le temps, je ne vais pas me passer pour un escroc, je sens que je n'arriverai pas à répéter la même chose. Comment tu prépares 2012? Est-ce que tu es dans les mêmes dispositions? Est-ce que tu es aussi serein, aussi frais? Est-ce que tu sens déjà que tu commences à fatiguer un peu parce que ça te demande, ou tu fais des comparaisons par rapport à l'expérience d'avant? Non, écoute, entre guillemets, je subis pas 2012, pas du tout. Je prends la décision assez vite hein, dans la saison d'arrêter à la fin de la saison, si tu veux. Donc, la décision est difficile à prendre, mais une fois qu'elle est prise, si tu veux, ça me facilite la tâche quand même. Non, j'ai pas souffert. Ce qui a été, là, c'est des erreurs c'est d'expérience. Hein. Parce que Alain était vraiment très fort à l'entraînement. Franchement, même à 29 ans, il arrivait à faire des choses peut-être qu'il n'avait jamais fait, tu vois. Veux-tu nous balancer un petit set? Un truc énorme. Je disais qu'il m'a balancé le 10 x 50, Ah oui, max, 10 x 50. On m'a posé des questions. D'ailleurs, cette question 10 x 50, un 50 à 23. Il a commencé à 23,2, fini à 22,4, un 50 easy entre chaque. On m'a posé une question, c'était quoi la récup entre chaque 50? Ça devait être départ 4 minutes ou enfin, je ferais que je regarde, mais voilà. 50 toutes les 4 minutes. Ouais, voilà. Ok, c'est pas mal. Oui, mais j'ai vu d'autres trucs comme ça. Vas-y. Moi, je suis friand de ce genre de choses. Un petit truc là. Écoute,
J'ai vu 47,5 à l'entraînement en combinaison, ouais. Au pied, mais bon. Voilà. Donc, je ne sais plus quel championnat de France on préparait. Un jour, je dis, bon, on fait un test, combinaison, machin. Je sais pas, tu es à 10 jours des championnats ou 47,5. Bon, hop. Les championnats, tu vas. Encore, je remonte sur tes petits Voilà, nuages. bon, tu vas tranquille, quoi. Non, bah après, j'ai vu des choses très différentes, hein. J'ai vu 40 fois 100 à 58 de moyenne, nager à 24 coups de bras. Sur Ça n'a combien rien les à 100 mètres? voir. Sur combien les 100 Hein. mètres? Sur combien tu fais les 100 mètres? Le C'est quoi, départ, c'est quoi le départ, ouais, ouais. 1,45. C'était facile, le départ. Et dans le bassin de 50, Oui, oui, oui. il en fait 40. Oui. 58, 58,5 la moyenne du temps. Et à 25 coups de bras, tu vois. Oh, Ou 24. Tu vois le nombre de développement que ça, enfin, le niveau de développement que ça demande. ah, c'est propre, quoi. Oui, après, 24. tu as aussi, je sais pas, 30 fois 50, nager à 20, moins de 27, c'est par la minute. Et pourquoi il n'a pas fait un Euh, bon descend? alors, C'est un peu c'est trop mon long. grand regret, ça, tu sais, parce que le problème de faire le 200, c'est que ça pouvait qualifier le. Enfin, ça pouvait. Ça mettait Alain dans le 4x2 en équipe de France. Imagine, il nage, le relais se qualifie avec le temps d'Alain pris en compte. Après, c'était compliqué de dire je ne fais pas le relais parce que ça colle pas avec le. Souvent, ça ne collait pas avec le programme du 50 mètres. Tu vois. Mhm. Donc, du coup, on l'a rarement fait. Je ne sais même plus au chemin de France, je ne me souviens même plus la dernière fois qu'on l'a fait. Euh, mais son meilleur temps, il le fait en 2008. Il nage une 47 pas, en pleine préparation, tu vois, enfin, pas du tout préparé. Je pense que c'est un garçon qui aurait pu nager une 45. Alors, à sa façon, il serait passé 49. Hein. Mais, mais bon, c'est le tout, c'est de faire une 45. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le record de France en petit bassin du 200. Il faudrait vérifier, mais À un il me moment semble. donné, ouais. Ouais. C'est possible. Mais oui, ça aurait pu faire un bon nageur de 200. Ça aurait Bien pu sûr. faire, il aurait pu en faire chier quelques-uns. Alors, de 2008 à 2012, il y a quand même Ouais, l'émergence de beaucoup de nageurs qui arrivent, ouais. de plus en plus de concurrence. Et je pense que, tu sais, la natation française, quand l'or est arrivé, mais je reviens à l'or, mais je peux Mhm. revenir prendre d'autres exemples. Quand l'or est arrivé et qu'elle bouscule tout, avec 4,14, 4,16, c'est sur un podium au championnat de France. 2-3 ans après, ça prend 4,4 pour être Ouais, sur le podium. Donc, elle a quand même impacté pas mal la concurrence bien et sûr. les entraîneurs et tout le monde autour. Est-ce que tu penses que ça a été la même chose pour Alain à ce niveau-là? Écoute, je crois que ça s'est fait quand même, ça s'est co-construit. Euh, Parce que si tu regardes, tu as Amaury, Fabien, Fred, Fred, euh, Greg, ouais. Julien, Sico. Tu reviens plutôt, il y a Romain Barnier, fin des Ouais. années, début des années Et si 2000. tu veux, à partir il y a eu ce petit groupe-là de 2000, à partir de 2000, tu vois, à partir de 2005-2006, tu sens qu'il y a une espèce d'émulation qui se met en route quand même. Alors un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, peu importe. Euh, Parce que tu regardes quand même le niveau de la finale des championnats de France en 2008, du 100 mètres. Euh, Ça vaut mieux qu'une finale de championnat d'Europe, quoi. Ah, c'est costaud, Euh, c'est costaud. Moi, je me suis. Boris fait cinquième, il nage 48,9. Euh, Greg fait 49,0. Enfin, tu vois, à l'époque, c'était des temps vraiment de finale européenne. Mhm. Parce que moi, Yoris Grandjean, qui nageait avec moi, le nageur belge, là, il fait une finale au championnat d'Europe à 49,0, tu vois. Mhm. Euh, donc, on a. Ce, ça a amené quand même, oui, mais je ne pense pas que ce soit que Alain, tu Ça vois. s'est fait ensemble. Il y a eu quand Ouais, même, ouais. il y a eu, je pense, ben, un par un. Donc, Fred, quand il revient, qui bat ses records sur 50, aux États-Unis en yard, il a amené. C'est lui que je pense au départ il y a une petite explosion de Ouais, sprint ouais, avec ouais. lui. Enfin, New Generation, parce qu'on a eu Julien, tu as eu Romain Ouais, mais avant, mais Julien qui est n'était dans pas du même l'aventure. niveau. Julien est dans l'aventure jusqu'en 2007. Hein. Il est dans le relais à Melbourne, Julien. Oui,
Ouais, il a duré. Hein. Ouais. Et en finale en 2008, bon, je ne sais plus quelle place, il doit faire 7 ou 8, mais en tout cas, en 2008, il est encore en finale des championnats pour jouer à sa place au moins dans le relais, tu vois. Donc oui, ça fait quelques années qu'il tourne autour, quoi, et que ça progresse sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors, je reviens au début de l'émission. On a parlé un petit peu de ce que tu faisais à la fédération. Moi, j'ai reçu Claude Fauquet et c'est beau parce que tu me disais que tu t'es mis dans une mission un petit peu de mentorat. Tu mentors un petit peu quelques entraîneurs, tu restes disponible, va donner un coup de main et tu continues à dire d'ailleurs que mais il faut entraîner les entraîneurs à être meilleurs. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission avec Claude? T'as-tu regardé un petit peu ou tu as eu des échos de l'émission avec Claude ou c'est quoi ton feedback? Tu peux être sans filtre, il n'y a pas de problème. Il appréciera, je pense, plus la transparence qu'autre chose. Écoute, oui, bien sûr que j'ai regardé les 2 épisodes. Donc, tu vois, je mens pas, je sais qu'il y a 2 épisodes. Écoute, j'ai du mal à être objectif avec Claude parce que c'est quelqu'un d'abord pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et puis, c'est quelqu'un qui nous a tellement, mais tellement bousculé, quoi. Qui nous a vraiment cassé les pieds souvent aussi, quoi. Mais moi, j'ai adoré travailler avec lui. D'abord, c'est quelqu'un d'une vivacité d'esprit incroyable. C'est-à-dire que avant de poser une question, tu réfléchis bien quand même, hein, tu vois, parce que sinon, le missile, il n'est pas loin à chaque fois. Donc, non, c'est quelqu'un qui nous a, d'abord, qui nous a obligés à travailler ensemble. Si tu veux, Font Romeu, tout ça, ça c'était un peu avant que j'arrive, mais n'empêche, ça a mis les choses en route. L'altitude était un prétexte, c'est-à-dire que, Ouais. en fait, c'était pour que les mecs soient obligés d'être ensemble, tu Tout vois. le monde ensemble. Voilà. Donc, quand tu passes 3 semaines à Font-Romeu, ben, au bout d'un moment, tu es obligé de parler, quoi. Sinon, ça t'emmerde vraiment. Et puis, tu parles entraînement. Et puis, même si tu ne parles pas, tu vois ce que font les autres. Tu vois. Voilà. Le collectif, il appelait ça. Ouais. Créer le collectif France, vas-y. Et donc, ça a été fondamental. Parce que derrière, ça a perduré. Et moi, je suis arrivé juste un peu après. J'ai eu la chance de rentrer dans une équipe de France qui était très, très, très bienveillante. Moi, je suis entré dans un champion olympique, mais j'ai que 38 ans, quoi. Ouais. Je rentre en équipe de France, j'en ai 35, c'est un minot, quoi. Donc, la bienveillance des plus expérimentés, leur capacité à se livrer, à discuter d'entraînement, ça c'est quelque chose que Claude a créé qui a été vraiment déterminant. Et j'ai une petite anecdote un jour, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup regardé comment travaillait Richard Martinez. Salut Richard. Hein. Ouais. Lui, Et, il m'a promis une émission septembre, octobre prochain. Donc, bah, dis donc. bon. Et un jour, si tu veux, pour te dire le niveau oui, le haut niveau, je trouve, de cette équipe de France-là, c'est que moi qui regardais en tant que jeune entraîneur Richard pendant des années comment il travaillait, je l'ai questionné, je suis monté à Font-Romeu, je lui ai cassé les pieds, on a bu des coups sans fin, mais en parlant de natation, à finir très tard le matin, mais on était passionnés. Et si tu veux, un jour, il tape à ma porte en équipe de France, il me dit, il faut que je te demande un truc. Je dis, ouais, viens. Et là, il vient me voir et me questionne sur l'entraînement. Tu vois? Et là, j'ai trouvé ce moment, pas parce qu'il vient me questionner moi, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que moi qui l'ai questionné pendant des années, on était capable en équipe de France de ça, quoi. C'est-à-dire que Richard était capable de venir me voir. Je ne sais pas si Alain n'était pas encore champion olympique. Pour me dire, bah, tiens, je voudrais que tu m'expliques, toi, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais. Enfin, tu vois. J'ai trouvé ce niveau d'ouverture.
d'ouverture et de compétence, parce que c'est une compétence Mhm. exceptionnelle. Et c'était comme ça avec tout le monde. Après, plus ou moins avec les affinités, c'est la vie, ça, évidemment. Euh, mais Claude avait vraiment créé ça. Après, les critères, bien sûr, mais les critères, j'ai envie de te dire, c'est qu'un prétexte aussi. C'est juste un prétexte pour élever le niveau de jeu, quoi. Pour t'amener à une logique de haut niveau, en fait. C'était, fallait trouver quelque chose, même si ça avait du sens, si tu veux, mais ça aurait pu être autre chose, en fait. Euh, D'ailleurs, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que est-ce qu'on a vraiment appris de ça? Est-ce qu'on est capable? Je ne suis pas sûr qu'on soit encore capable d'avoir un niveau d'exigence ultra élevé si on ne nous contraint pas. Tu vois ce que je veux dire? Dire que on pourrait dire pour se qualifier aux Jeux Olympiques ou machin, on fait le temps, bon, on y va. Si on était capable d'avoir ce niveau d'exigence très élevé de façon autonome, je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore. Tu vois. Ouais, tu penses que la contrainte nous impacte, nous aide beaucoup Je à pense que avancer. pour le moment, en France, on a besoin de contraintes. C'est Oui, quoi ça? mon rêve, c'est qu'il n'y en ait plus de contraintes, hein, et Ouais, qu'on soit capable d'avoir deux mecs capables de nager en finale des Jeux Olympiques sans qu'on mette de contraintes. Là, ça veut à dire qu'on aura l'américaine, gagné. quoi. Ouais. Là, alors après, c'est différent, parce qu'ils ont un volume, un vivier différent, en fait, tout ça. Mais Claude, c'était ça. C'était parce qu'on a beaucoup parlé des critères, mais c'était vraiment le travail en commun. C'était le haut niveau de réflexion qui nous imposait, le haut niveau d'intégrité, une vraie cohésion de groupe. C'était pas les boy scouts, hein. C'était pas on est tous des potes, machin. C'était pas ça, hein. Même si on pouvait bien s'entendre, on n'était pas là pour boire des bières. Ok. On était là pour être les meilleurs du monde. Mhm. Clair. En toute modestie, et simplicité, humilité, mais l'équipe, elle était au service de la performance. Ce n'était pas une équipe de boy scouts, quoi. Non. Tu vois. Ouais. Bien défini et prédéfini par Claude Mais bon, également. après, ouais, le niveau de réflexion de Claude est bien sûr, c'est quelqu'un de brillant, euh, qui a aussi la grande intelligence, mais comme tous les gens brillants, de savoir très bien s'entourer. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup sur lui, parce que c'est un grand affectif, et il a dû prendre des décisions qui lui ont beaucoup coûté. Ça, on n'en parle pas souvent, et même lui, il n'en parle pas souvent, mais je sais qu'il a dû prendre des décisions parce qu'il tenait à ce que l'équipe de France tienne la route, et est-ce qu'il n'y ait pas de passe droit, est-ce qu'il y ainsi de suite, et parce que... Mais les décisions qu'il a prises, euh, lui ont beaucoup coûté, hein. C'était, Une des décisions qu'il partage avec moi, c'est celle avec Roxana. ouais. Euh, Mais il y en a eu d'autres, hein. J'imagine qu'il y a dû en avoir d'autres. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que Claude pourrait apporter à notre natation, ou qu'est-ce qui manque à notre natation française aujourd'hui? Je Ah, sais c'est dur. pas. C'est un peu dur pour toi de répondre, hein, monsieur le cadre technique. Non, non, non. Si tu veux, je crois que d'abord, il faut que Claude en ait envie. Après, il faut que les gens en place en aient envie, parce que sinon, ça ne marchera pas. Pour collaborer, tu Euh, veux dire? Bah oui, enfin, moi, rien ne me paraît impossible dans la vie. Après, peu importe si tu veux, mais je crois que. euh, Parce que Claude a eu ses détracteurs, hein, et- et presque, j'ai envie de dire à juste titre, parce que c'était quand même clivant, c'était marqué, c'était. Mhm. Voilà. Mais c'était pas clivant pour être clivant, c'est parce que c'était des décisions fortes. Voilà. Donc, forcément, tu prends des décisions fortes, tu as de la réaction en face, c'est normal. Donc, c'est pas. Moi, ça ne me gêne pas les gens qui ne sont pas d'accord. Euh, Mais oui, encore, c'est ce que je te disais sur le niveau des critères de sélection, c'est qu'il faut qu'on ait ce niveau d'exigence hors norme. On peut pas nous, on peut pas en rater un de nageur, quoi. On est
tout petit vivier, en fait. Mhm. On ne peut pas en rater un. Et je crois que moi, tu vois, ce qui m'interpelle actuellement dans la natation française, ce n'est pas les 2-3 leaders, Flo je sais pas, ou Marie Vatel ou Charlotte Bonnet ou Beryl. Euh, ça, on les aura toujours, tu vois. Mhm. Mais je trouve que ce qui nous manque, c'est ce socle qu'on a pu avoir un moment. Je sais pas, Lena Popchenka, euh, Sébastien Roux, Ah ouais. tu vois, Aurore Mongel. Nicolas Kins. Ouais, des mecs et des filles qui, si tu veux, font que l'équipe de France est solide. Euh, ils n'ont pas été champions olympiques, Eh ouais, mais ils sont en finale des championnats du monde ils sont là. tout le temps, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression on manque un peu de densité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les rater, quoi. Et tu penses Nous, qu'on va en rater beaucoup? j'en sais rien, parce qu'ils n'en avaient peut-être pas envie. Hein. Tu vois, Ok. quand je dis Mhm. rater, voilà. Après, moi, je crois qu'il y a 3-4 gosses qui sont sympas. Je ne te donnerai pas les noms parce que ça va être la question que tu vas me poser après. Non, non. Mais, mais non, Non, parce la que qualité, on a toujours. La qualité, tu en as toujours. Tu as toujours des jeunes il y a qui... toujours des garçons et des filles intéressants. Après, il faut qu'ils aient envie de faire ça. Euh, dans une société où c'est pas forcément à la mode. Dans quelque chose de très instantané, de très consumériste, tu vois. Ouais, nager, c'est Et du long terme. c'est pas juger ces garçons et ces filles-là, c'est de leur génération, c'est comme ça. Hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. C'est que, mais de toute façon, moi, je vois bien, je m'adresse plus, je coach plus des gens qui ont 20 ans maintenant, comme ceux qui avaient 20 ans il y a 20 ans. C'est plus possible, tu es obligé de t'adapter. Et ça demande euh, du recul et de la réflexion, ça aussi. Ça, c'est le travail du coach aussi. Comme quand tu récupères Alain Bernard, il a 15 ans et il en a 29. Tu ne peux pas lui parler de la même façon Non, et le coacher de la même façon. non. Donc ça, oui, voilà, Alors, je te demande c'est pas de nom. l'adaptation. Je te Mm. demande pas de nom, mais est-ce que tu as une des pépites dans ta piscine? Ah. Regarde par la fenêtre. Ouais, je regarde si je le vois, mais je viens de finir là, c'est pour ça. Euh, écoute, il n'y a pas d'extraterrestres. Ok, Mais il y a des gens qui sont champions olympiques qui ne sont pas extraterrestres. Donc, ok, ok. il y a des Bonne extraterrestres réponse. qui sont pas champions olympiques. Super réponse, super réponse, Denis. Écoute, on s'en va vers la fin tranquillement. C'était vraiment, vraiment agréable. Moi, j'ai tripé là. On a vraiment passé un bon petit moment. On a pris le temps. C'est rare qu'on puisse avoir le temps de discuter. Je regarde par la fenêtre. Moi, je vois une tempête de neige qui commence. Écoute, ouais, non, ça va. C'est un peu couvert aujourd'hui. Je te ferai une vue pour finir si tu veux. Si tu veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, Dernière question. Justement, ça s'adresse aux entraîneurs, à ces entraîneurs qui veulent et qui souvent, il y a beaucoup qui veulent, mais qui ne savent pas où prendre et qui veulent, mais qui aussi un gros ego, veulent pas trop échanger ou bon, whatever. Là. Mais là, l'entraîneur, on doit aussi entraîner les entraîneurs. Comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien cette phrase. Ça serait quoi, toi, en quelques mots, un petit conseil que tu donnerais à ces coachs-là? D'abord, c'est ça, c'est savoir où ils vont. C'est dur, c'est exigeant, euh, c'est entêtant, c'est fatigant. Tu gagnes mal ta vie. Mais si avec tout ça, tu as envie de le faire, alors mon pote, Vas-y. vas-y. Non, mais c'est un métier de grande solitude aussi. Euh, une fois que j'ai dressé ce tableau, euh, c'est le plus beau métier du monde, malgré tout. Euh, tu décides tout le temps de ce que tu veux faire. Et ça, c'est un luxe absolu. Dans quel métier peut décider tout le temps de ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'à chaque seconde à l'entraînement, tu décides de faire ça, de proposer ci, de proposer ça. Comment tu vas faire ton année, ton match. La prise de décision, ce luxe-là, pour moi, c'est d'une liberté absolue.
Mais c'est pour ça que c'est un métier créatif aussi. Une fois que tu es libéré de tes contraintes techniques, c'est là où tu vas créer. C'est là où tu vas créer la haute performance ou créer l'entraînement de grande performance. Quand tu maîtrises ton sujet, tu as ton modèle d'entraînement. Tu vois un truc, hop, tu changes. Et ça, c'est le bonheur. Il n'y a pas plus beau, plus fluide que cette prise de décision tout le temps, quoi. Et c'est une grande liberté. C'est un métier très dur, mais c'est un métier de très grande liberté. Et encore une fois, les petits instants de grand bonheur que tu peux vivre sans avoir de champion olympique. Hein. C'est pas, moi, je leur dis aux gars, vous savez, notre salaire, c'est quand vous voit arriver à 20 mètres, marcher au bord du bassin avec un grand sourire. Et nous, ça nous suffit. C'est ces moments-là qui sont au-dessus de choses. Mais je crois qu'il faut être entraîneur pour savoir ça. Même mon épouse, pourtant, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. C'est donc 25 ans qu'elle me voit entraîner. Et la natation, tu vois. Jusque-là. C'est même pas ça, en fait, parce qu'elle me supporte dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est capable de m'encourager dans cette passion. Alors, c'est beaucoup de chance, mais il y a des jours, évidemment, ça lui pèse aussi. Mais même elle, qui me vit au quotidien, je crois qu'elle ne se rend pas compte de ce que c'est. Et l'autre jour, je disais ça avec Alain. Ce qu'on a connu, par exemple, tous les deux, mais ce que tu peux connaître, ou je sais pu connaître avec Boris, avec Mylène, avec voilà, des longs parcours comme ça. Il y a peu de gens qui peuvent le comprendre. Ce sont des relations que le commun des mortels a, ou peu de personnes a accès, quoi. Ouais. Et ça, c'est... Et quand tu comprends que tu as un privilège, il faut en jouir au maximum, en profiter au maximum. Et toi, tu as tout compris d'entrée. Denis, c'était vraiment super de t'avoir, Denis. Vraiment, c'est un grand plaisir. Moi j'ai appris beaucoup, j'ai aimé l'échange. J'ai 2 heures d'émission maintenant. Je ne sais pas si je vais faire 2 parties ou une. On va voir. Maintenant, tu te démerdes avec ça. Je me démerde. Non, mais je pense quoi qu'on m'a dit, moi je vais le mettre comme ça, je vais la mettre comme ça, en une shot. En tout cas, c'était super cool. On va terminer par une petite vue sur ta piscine. Puis moi, je vais te montrer une petite vue de la mienne. Attends, hein. Essayer de ne pas faire de conneries. Laptop. Tu me dis ce que tu vois. Alors, attends, j'ouvre la fenêtre. Oh, waouh. Bon, ok, ça va. Vous êtes bien. C'est bon. Moi, je vais essayer. Alors, là-bas, je ne sais pas si tu vois, il y a les bateaux. Oh, waouh. Non, je ne les vois pas. Je ne veux pas les voir. Bon, après, voilà. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Right. Allô. Ouais, je suis là. J'ai tout bougé, j'ai tout cassé. Bon. Bon, merci Greg. Ouais, merci beaucoup. C'était un de régalé. Numéro avec Denis Auguin, entraîneur national, l'ancien entraîneur d'Alain Bernard. Beaucoup d'échanges, on a appris beaucoup de choses. Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas de subscribe, de like, de partager. Faites-vous plaisir. Voilà, on continue le Allez, à bientôt à Antibes. Ciao. À bientôt à Antibes. Merci Denis, c'était super. Vraiment.